La Russie prétendra que c'était juste un entraînement. Mais l'OTAN, la Norvège et le Royaume-Uni savent parfaitement que ce n'est pas le cas. Des bombardiers nucléaires russes ont été aperçus survolant les eaux internationales, et beaucoup trop près du territoire britannique. C'était une menace évidente. Mais l'OTAN n'allait pas laisser passer ça. La Norvège a déployé ses F-35 pour faire savoir à l'équipage des bombardiers russes que s'ils tentaient quoi que ce soit de stupide, ils seraient abattus. C'était un face-à-face dans l'espace aérien de l'OTAN, dont les implications pourraient remodeler l'Europe. Le 23 juin, on a appris que l'OTAN avait réagi à un petit groupe d'appareils russes qui volaient dangereusement près de l'espace aérien de l'OTAN. Un Tu-160 russe, qui est un bombardier capable de transporter des armes nucléaires, et le plus grand et le plus puissant de la flotte russe, faisait partie du groupe. Il était escorté par des chasseurs MiG-31, alors qu'il effectuait un vol de 16 heures dans l'espace aérien international. D'après cette description, on pourrait penser que la Russie ne faisait pas grand-chose de mal. L'espace aérien international est accessible à tous, non? L'essentiel est que la Russie a soigneusement choisi où envoyer ses bombardiers nucléaires. Lors des exercices nucléaires, des avions russes ont survolé les mers de Barents et de Norvège, s'approchant à quelques kilomètres au nord des îles Shetland au Royaume-Uni. Ce n'était pas un exercice basique. La Russie aurait pu faire cela dans son espace aérien. Poutine brandissait la menace nucléaire, avertissant l'OTAN et le Royaume-Uni que ces avions pouvaient s'approcher à portée de frappe. Le Tu-160 a effectué des exercices de ravitaillement en vol alors qu'il volait bien trop près du territoire de l'OTAN pour être rassurant, et nous savons exactement ce qu'il faisait pour une raison simple. La Norvège a réagi en envoyant des F-35 pour observer et intercepter les avions russes s'ils dépassaient les limites. Dans son rapport sur la manœuvre audacieuse de la Russie, Newsweek a révélé que la Norvège avait déployé 2 des chasseurs les plus avancés de l'OTAN pour suivre de près les avions russes. La Russie a reconnu la réaction. Le Kremlin a indiqué que lors de certaines étapes, des chasseurs étrangers ont escorté les bombardiers stratégiques russes, sans donner plus de détails. C'est bien la façon de faire de la Russie. Elle n'a pas tendance à admettre au monde que ses tactiques d'intimidation ont été étouffées par des F-35 capables de faire exploser ses Tu-160 et MiG-31 en plein ciel. Heureusement, l'événement s'est déroulé sans incident. Mais ne vous y trompez pas, c'était un autre avertissement adressé à l'OTAN par Poutine et ses acolytes. Une tactique d'intimidation, alors que des bombardiers capables de transporter des armes nucléaires frôlaient le territoire de l'OTAN, effectuant des exercices qui auraient pu être réalisés ailleurs. Poutine voulait que l'OTAN voie le Tu-160. Il voulait que le Royaume-Uni et la Norvège soient obligés de réagir. C'était bien un test, mais bien plus qu'un simple ravitaillement, la Russie voulait savoir ce que l'OTAN allait envoyer. La Russie a obtenu sa réponse par la Norvège, et elle aurait dû s'y attendre. L'OTAN a pu envoyer rapidement des avions de chasse pour faire face à la menace russe car la Norvège s'y prépare depuis longtemps. Le déploiement des F-35 a été effectué via le programme d'alerte de réaction rapide de la Norvège, qui a été mis en place pour garantir qu'Oslo puisse toujours faire décoller au moins 2 des 50 F-35, afin de répondre immédiatement à une menace. Ces avions de chasse d'alerte rapide sont basés sur la base aérienne d'Avenus, au nord de la Norvège, dominant la mer de Norvège et la mer de Barents. Selon Newsweek, la Norvège affirme qu'elle effectue environ 40 missions par an, grâce à son programme d'alerte de réaction rapide, les 2 F-35 dédiés au programme étant capables d'être en vol et en route vers une cible en moins de 15 minutes. Les F-35 sont employés car ce sont les avions de chasse de 5e génération les plus avancés disponibles actuellement. Ces avions servent à adresser un message direct à Poutine chaque fois qu'il utilise ses tactiques d'intimidation près des eaux de l'OTAN. L'OTAN est prête à tout affronter venant de la Russie et doit l'être. Même si cela semble être un simple test de la Russie, le sous-texte montre pourquoi les F-35 étaient nécessaires. Le Tu-160 n'est pas un bombardier comme les autres. C'est le plus dangereux que possède la Russie, et il a été envoyé pour des essais à peu près au même moment où un certain membre éminent du cabinet parlementaire de Poutine plaidait pour l'utilisation d'armes nucléaires. Commençons par le bombardier. Le Tu-160 n'est peut-être pas le bombardier le plus avancé au monde. Il ne possède pas les mêmes capacités de furtivité que le B-2 Spirit ou le B-21 Raider fabriqués aux États-Unis. Mais le bombardier possède surtout sa taille, sa vitesse et un arsenal redoutable à utiliser contre l'ennemi. Lorsque nous utilisons ces critères plus traditionnels, on pourrait soutenir que le Tu-160, dont le nom de code est Blackjack selon l'OTAN, est le bombardier le plus terrifiant au monde. C'est peut-être un avion de l'époque de la guerre froide,
Mais cela ne change rien au fait que les moteurs du TU-160 génèrent suffisamment de poussée pour propulser ce gigantesque avion de guerre à des vitesses dépassant Mach 2, ce qu'aucun autre bombardier au monde ne peut égaler. Le bombardier peut atteindre cette vitesse tout en transportant près de 45 000 kg d'armement, dont des missiles de croisière, des bombes conventionnelles et, plus inquiétant, des armes nucléaires. Cette puissance explique pourquoi seuls des F-35 ont été envoyés suivre le TU-160 et non un autre avion de l'OTAN. Le F-35 a la furtivité nécessaire pour approcher discrètement un TU-160 et le détruire en vol si besoin. Il a aussi besoin de cette furtivité, car le TU-160, malgré sa taille énorme, peut dépasser le F-35 en vitesse. Le chasseur américain atteint une vitesse maximale de Mach 1,6, ce qui n'est pas suffisant pour suivre le TU-160 lancé à pleine vitesse. Tout reposait encore sur le message. La Russie a envoyé son bombardier le plus grand, le plus rapide et le plus puissant près des eaux de l'OTAN et du Royaume-Uni, pour rappeler à chaque ennemi européen ce qui l'attend en s'opposant à Poutine. Cela ramène au proche collaborateur du Kremlin qui a multiplié les menaces parallèlement à ses essais. D'après le Mirror, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a fait des remarques intéressantes lors d'une réunion à huis clos du Conseil russe pour la politique étrangère et de défense. Le média rapporte les propos d'un analyste politique nommé Andrei Kolesnikov, qui affirme que Lavrov a pris la parole lors de l'événement. À la fin de son discours, Lavrov était resté évasif sur l'usage des armes nucléaires russes. Puis il a prononcé les mots, qui révèlent exactement où il en est dans sa réflexion, et exposent peut-être ce que pense Poutine lui-même. Eh bien moi, je les utiliserai quand même. Peu importe la destruction totale ou l'inévitabilité d'une riposte nucléaire occidentale. Le ministre russe des Affaires étrangères, en poste depuis plus de 20 ans, affirme qu'il utiliserait l'arme nucléaire si c'était sa décision. C'est le même homme qui a déjà brandi des menaces nucléaires, affirmant en mai qu'une guerre nucléaire avec l'Occident était possible. Si le Royaume-Uni, la Norvège et d'autres partenaires occidentaux de l'Ukraine refusaient de cesser leur soutien et continuaient de tenter de rallier des pays comme l'Arménie et la Moldavie au camp occidental. Cette situation représente de graves menaces pour la sécurité mondiale, a déclaré Lavrov, ajoutant qu'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie pourrait rapidement dégénérer en un échange de frappes nucléaires aux conséquences catastrophiques. De la gesticulation nucléaire ? Peut-être. Mais quand un homme, qui fait partie du cercle rapproché de Poutine depuis des années, commence à parler ainsi, précisément au moment où les bombardiers nucléaires les plus puissants de la Russie volent dans des eaux à la limite de l'espace aérien de l'OTAN, il faut prendre ces paroles au sérieux. Cependant, il reste encore des questions à résoudre. Pourquoi la Russie a-t-elle choisi ce moment pour envoyer un TU-160 si près du territoire de l'OTAN ? Que va-t-il se passer ensuite ? Nous répondrons à ces questions très bientôt. Mais d'abord, un rappel. Vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment d'appuyer sur le bouton. Alors, les intentions de la Russie. Il se pourrait bien que tout cela ne soit que de simples gesticulations nucléaires, du genre auquel nous avons vu la Russie recourir à de nombreuses reprises auparavant. Selon l'Atlantic Council, la Russie multiplie les menaces nucléaires sans fin, signe de faiblesse plutôt que de force. La Russie agite le sabre chaque fois qu'elle se sent ébranlée. Ceci pourrait en être un autre exemple, tandis que les drones ukrainiens de longue portée détruisent les défenses aériennes russes sur leur territoire. L'Ukraine a lancé l'une de ses plus grandes attaques de drones contre la Russie, Moscou étant une cible clé, seulement quelques jours avant que le TU-60 ne soit repéré. Ce n'est sûrement pas un hasard. Poutine veut que l'Occident sache que la Russie pourrait aller plus loin s'il le décide. Gardez à l'esprit qu'en mai, la Russie et la Biélorussie se sont également associées pour des exercices au cours desquels les deux nations ont pratiqué le lancement d'armes à capacité nucléaire sur le territoire biélorusse. La Biélorussie, voisine directe de l'Ukraine et proche d'autres pays européens, permet à Poutine de rappeler que la Russie détient des armes nucléaires et entraîne son armée à les utiliser. Mais nous avons déjà vu ce genre de choses auparavant. Qu'il s'agisse de signer de nouvelles doctrines nucléaires pour abaisser le seuil d'utilisation de l'arme nucléaire ou de présenter fièrement de nouveaux missiles capables de porter des ogives nucléaires, Poutine adore son agressivité atomique, mais il n'est jamais allé jusqu'au bout. Pourtant, cette fois, cela semble différent. Un TU-160 volant aussi près du territoire de l'OTAN, ce n'est pas Poutine qui se vante d'un nouveau missile ou qui effectue des tests sur un territoire allié. C'est sans doute sa plus grande menace contre l'Europe depuis le début de l'invasion. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible.
Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. S'exprimant au Sun, l'ex-officier britannique Hamish de Breton-Gordon souligne que même si la Russie a toujours mené ce type d'exercice, envoyer des bombardiers juste au nord du Royaume-Uni paraît plus ciblé. Il y a un aspect de propagande dans tout cela. La Russie tente, comme depuis des années, de présenter l'OTAN comme un agresseur expansionniste. C'est pourquoi Lavrov s'est plaint de l'Arménie et de la Moldavie en lançant ses menaces nucléaires. Tout cela relève d'une propagande orchestrée par Poutine et ses proches. La Russie montrera à la télévision d'État ses avions près de l'espace aérien de l'OTAN, affirmant que cela était nécessaire pour éloigner les loups de l'OTAN. Les récentes actions de la Russie semblent autant une tentative de Poutine d'afficher sa force, alors qu'il est perçu comme affaibli dans le pays, qu'un avertissement à l'OTAN. Ne croyez pas que l'avertissement a disparu. La Russie veut montrer à l'OTAN, et surtout au Royaume-Uni, qu'elle peut frapper. Au minimum, ce que nous venons de voir avec les exercices d'entraînement du TU-160 russe est une extension de la guerre hybride que la Russie mène contre l'OTAN depuis des années et qui s'est intensifiée depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. En novembre déjà, le Centre d'analyse des politiques européennes, CEPA, avait signalé que des avions russes avaient pénétré des dizaines de fois dans l'espace aérien européen depuis le début de la guerre en Ukraine. Cet incident était différent. Les bombardiers russes ont approché l'espace aérien de l'OTAN sans le violer. L'esprit de l'action reste le même. Qu'il s'agisse de drones, de chasseurs ou de bombardiers, ces incursions présentent divers avantages pour la Russie. Ces pilotes accumulent des heures de vol utiles, surtout si leurs sorties et leurs entraînements ne rencontrent aucune opposition. Le 23 juin, la Norvège a utilisé des F-35 pour suivre des bombardiers russes sans les intercepter. La Russie peut le faire. Elle a fini son test de 16 heures, obtenant ce qu'elle voulait sur le plan pratique, avec une tentative d'intimidation en plus. Sipper souligne également que ce type de tactique de guerre hybride permet à la Russie de savoir comment les défenseurs de l'OTAN réagiront, ce qui constitue un renseignement précieux, si l'on envisage de lancer une véritable attaque à l'avenir. Si la Russie peut imposer des coups à l'OTAN, ne serait-ce que par le carburant utilisé par les F-35 norvégiens, c'est encore mieux. Le Royaume-Uni a plus subi la guerre hybride russe que beaucoup d'autres. Comme le note de Breton-Gordon, même le chef de l'agence MI6 a affirmé que le Royaume-Uni est pris dans une guerre hybride orchestrée par la Russie. La Russie mène constamment des cyberattaques contre le Royaume-Uni. Les spécialistes de la cybersécurité affirment que ce type d'attaque a augmenté de 1586% depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce chiffre augmente d'année en année, montrant une nette escalade de la part de la Russie. Des agents russes auraient tenté d'incendier des biens de l'ex-premier ministre britannique Sir Keir Starmer, tandis que le Royaume-Uni fait face à un problème persistant avec la flotte fantôme russe et des navires de guerre russes pénétrant dans ses eaux. Au moins 200 navires de la flotte fantôme ont traversé les eaux britanniques, rapporte la BBC. La Royal Navy affirme rester constamment vigilante face aux navires de guerre russes et réagir rapidement dès leur apparition. Compte tenu de cela, il n'est pas surprenant qu'un TU-160 russe ait récemment mené des essais près du territoire britannique. Peut-être que la Norvège a réagi à cette menace, et la Russie sera ravie d'intimider ce membre de l'OTAN, mais le Royaume-Uni reste une cible évidente. Nous arrivons maintenant à la deuxième question que nous avons posée il y a quelques minutes. Que va-t-il se passer ensuite ?
La Russie intensifie clairement ses menaces, qu'elles soient hybrides, nucléaires ou autres. Bien sûr, le Kremlin fait semblant que rien de tout cela ne se passe. Tout cela n'était qu'un simple test innocent de bombardier capable de transporter des armes nucléaires, qui, par hasard, a impliqué un vol de 16 heures dans l'espace aérien, à la frontière du territoire de l'OTAN. Il n'y a rien à voir ici. Circulez. Tout cela, c'est des absurdités. C'était une menace implicite et sous-entendue, comme c'est souvent le cas avec beaucoup de choses que fait la Russie. Ce n'est pas non plus la première fois que la Russie fait quelque chose de ce genre. En janvier dernier, une paire de Tu-160 a effectué des tests bien trop près des eaux britanniques. Le système d'alerte rapide a été réactivé, plusieurs alliés du Royaume-Uni ayant envoyé des chasseurs pour surveiller les bombardiers russes. La Royal Air Force est aussi intervenue en janvier, envoyant un Eurofighter Typhoon suivre les bombardiers russes longeant les eaux britanniques. La Russie a aussi déployé des navires de guerre dans les eaux britanniques, comme indiqué plus tôt. Récemment, le navire russe Admiral Grigorievitch est entré dans les eaux britanniques et a tiré un coup de semonce sur un yacht au sud de l'île de White. Ce navire, comme d'autres Russes, est surveillé. Mais ce que nous voyons ici est clair. C'est une escalade de la guerre hybride menée par la Russie, et cela ne va faire qu'empirer à partir de maintenant pour le Royaume-Uni, la Norvège et l'ensemble de l'OTAN. La Russie teste, d'accord ? Elle teste les limites, les réactions et la patience collective de l'OTAN. La Russie ayant relancé une menace aérienne avec ses bombardiers les plus puissants, il est plus clair que jamais que le Royaume-Uni et l'OTAN doivent se préparer à toute éventualité. Honnêtement, on voit les puissances s'agiter. Sur le plan naval, le Royaume-Uni a annoncé en avril qu'il créait une force navale conjointe avec 9 pays européens, qui viendra compléter ce que l'OTAN a déjà en place. Cette force est conçue pour dissuader les menaces russes venant de ce que le chef de la Royal Navy, le général Sir Gwyn Jenkins, appelle la frontière maritime ouverte au nord. La Russie vient justement de menacer cette frontière avec son Tu-160. Une réponse navale à une menace de bombardier nucléaire n'est pas totalement adaptée, même si c'est une bonne initiative. Cependant, il ne faut pas sous-estimer le programme ayant conduit la Norvège à déployer des F-35 face au Tu-160 le 23 juin. Army Recognition précise que ce programme va au-delà de la simple projection de puissance. Cela illustre comment la Norvège et l'OTAN transforment la police du ciel en donnant aux F-35 de nouveaux rôles, dépassant celui de simples chasseurs. Les F-35 combinent des capteurs avancés, des liaisons de données sécurisées, et la fusion de capteurs pour établir une image opérationnelle en temps réel, tout en conservant le contrôle tactique de la situation, selon le média. Il souligne également la nature du déploiement des F-35 le 23 juin. L'un des chasseurs de la Norvège a volé directement entre le Tu-160 et l'un de ses MiG-30 et un d'escorte, ce qui est un événement rare qui va bien au-delà d'un simple passage visuel. Il n'était pas nécessaire de forcer la confrontation, et aucune intervention directe n'a été effectuée. C'était assez pour envoyer un message à Poutine. La Russie peut approcher l'espace aérien de l'OTAN avec ses bombardiers, mais l'OTAN peut envoyer des chasseurs au cœur de vos missions sans même savoir qu'ils arrivent avant qu'ils ne soient déjà là. Combiné à d'autres plateformes aériennes plus anciennes en périphérie, le F-35 peut intégrer une nouvelle police du ciel, offrant une projection de force à plusieurs niveaux, dépassant largement les capacités russes. Néanmoins, il est impossible de nier ce que nous venons de voir de la part de la Russie. C'est un signal nucléaire, aussi clair que le jour. Qu'il s'agisse de menaces ou de signes de pire, il faut agir davantage pour montrer à Poutine qu'il ne peut pas s'en sortir ainsi. La Russie applique sa doctrine classique d'escalade pour désescalader. La désescalade dans ce cas étant le désir de pousser l'Occident à retirer son soutien à l'Ukraine et à empêcher l'expansion de l'OTAN. La solution sera sans doute d'investir plus, surtout dans les frappes de précision et technologies aériennes avancées, pour prouver à Poutine que la dissuasion de l'OTAN surpasse tout ce que la Russie peut déployer. Des F-35 répondant à un Tu-160 envoient un message clair. Mais alors que de plus en plus de personnalités clés des pays de l'OTAN avertissant que la Russie pourrait être prête à attaquer un allié de l'OTAN avant la fin de la décennie, le rôle de l'Europe dans la dissuasion nucléaire doit passer du conceptuel à l'action concrète. Si la Russie effectue ces tests, l'OTAN doit y répondre si efficacement que Poutine n'aura plus envie de recommencer. Poutine est tombé dans un cercle de feu ukrainien, et il s'enfonce de plus en plus alors que les flammes montent. C'est du moins l'impression que cela doit faire après que l'Ukraine a déclenché une nouvelle tempête de frappes de drones contre la Russie. Des raffineries de pétrole, des installations de fabrication, et bien d'autres choses encore, ont été laissées en flammes, après que l'Ukraine a semblé frapper partout,
et tout à la fois à l'intérieur de la Russie. Voilà ce que Poutine a apporté à son peuple. Un essaim de drones incessants auquel rien ne peut échapper. La Russie est peut-être grande, mais les drones ukrainiens sont impitoyables et ils paralysent la Russie, tandis que la réputation de Poutine comme homme fort protecteur est réduite en miettes. Poutine n'a rien pu faire d'autre que regarder pendant que l'Ukraine lançait un énorme essaim de drones contre la Russie les 9 et 10 juillet. À la fin de l'attaque, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir intercepté 376 drones ukrainiens. Ce n'est donc pas la plus grosse frappe de drones ukrainiens de la guerre. Loin de là, mais en termes de résultats, c'est l'une des plus efficaces. Même si la Russie affirme avoir tout abattu, comme elle le fait toujours, sans reconnaître que certains de ces drones ont atteint leur cible, des incendies font rage, des aéroports ont été fermés, et des sites essentiels à l'industrie militaire russe et à sa capacité d'exporter vers d'autres pays se retrouvent soudainement avec d'énormes trous auparavant inexistants. Poutine, il paraît que les défenses aériennes russes en ont laissé passer certains. Commençons par la destruction à Rostov. L'oblast de Rostov, frontalier de l'Ukraine, devient une cible évidente lorsque l'Ukraine cherche des victoires rapides avec ses drones, d'autant plus qu'ils sont désormais plus puissants et offrent une bien plus grande souplesse de rayon d'action qu'auparavant. Rostov a souffert lors des frappes nocturnes ukrainiennes. À Taganrog, des habitants ont signalé d'immenses incendies dans la zone portuaire, suggérant une frappe sur un centre d'exportation de Rostov. Xelanova Plus a révélé que ces rapports n'étaient pas de simples spéculations, car elle a rapidement commencé à partager des vidéos de nuages noirs inquiétants s'élevant du côté du port. Le Kyiv Post affirme que les informations provenant de Russes, prêts à rapporter ce qui s'est réellement passé, suggèrent que l'Ukraine a porté des frappes directes contre le Kurganovta. Le dépôt pétrolier Kurganovta est le lieu où les carburants russes sont chargés sur des navires de la flotte Fantôme, qui les transportent ensuite vers les acheteurs. D'autres vidéos et davantage de fumée sont vite apparues sur la chaîne Telegram Xelanova Plus, confirmant que ce port est désormais un véritable brasier. Mais l'Ukraine n'en avait pas fini avec Rostov. Il semble qu'une autre cible ait été touchée à Taganrog, l'école d'aviation de la ville. Comme son nom l'indique, l'école forme des spécialistes pour les industries aéronautiques et d'ingénierie russe. Ce type de spécialiste est assez vital pour la Russie, étant donné que toute sa stratégie pour l'Ukraine semble s'être réduite à attaquer à distance en utilisant des missiles et des bombes planantes lancées depuis des avions. Et encore une fois, il y a des vidéos, cette fois partagées sur Telegram par le chef du centre d'études de l'occupation, Petro Andriushenko. Les habitants de Rostov ont sûrement pensé, 2 grosses cibles touchées par les drones ukrainiens, il ne devrait plus y en avoir. Faux! L'Ukraine n'en avait pas encore fini avec Rostov. Cet oblast est particulièrement important pour la Russie, non seulement parce que sa position à la frontière en fait une base de lancement utile pour des frappes, mais aussi parce que ses ports offrent à la Russie un accès à la mer d'Azov. Rostov est crucial pour Poutine alors qu'il cherche à garder le contrôle sur la Crimée occupée. Et la série de frappes de l'Ukraine vient de porter un nouveau coup qui isole encore davantage une péninsule déjà en grande difficulté, après des mois de frappes ukrainiennes de moyenne portée particulièrement efficaces. Les frappes de l'Ukraine ont été suffisamment nombreuses pour mettre le gouverneur de l'oblast de Rostov, Yuri Sliuzar, en état de panique. Une frappe aérienne vise actuellement la région de Rostov. Lors de l'effort pour repousser l'attaque, environ 35 drones ont été détruits au-dessus des villes de Taganrog et d'Azov, ainsi que dans les districts d'Azovski et de Matveyevka-Kagansk. Malheureusement, il y a eu des conséquences au sol, a affirmé le gouverneur. Nous supposons que conséquences au sol signifie à peu près que nos défenses aériennes ont raté tout un tas de drones. Ou plus précisément, pour la Russie, nos défenses aériennes étaient tellement efficaces qu'elles ont tout abattu. Et il se trouve simplement que les débris ont frappé exactement les cibles que l'Ukraine voulait atteindre. Et il y avait beaucoup d'autres cibles, en plus des 2 que nous avons déjà mentionnées. Sliuzar rapporte des frappes dans un village nommé Kaganik, où il indique que des drones ukrainiens ont frappé un bâtiment administratif, provoquant un incendie sans victime. Dans la ville d'Azov elle-même, les attaques de drones ukrainiens ont déclenché d'immenses incendies dans 2 installations de stockage de pétrole. Ces incendies étaient sûrement graves, car la Russie admet rarement des frappes de drones ukrainiens. Le rapport du gouverneur de Rostov montre que les flammes étaient trop fortes pour être cachées. Il n'a pas précisé quelles installations pétrolières avaient été frappées par l'Ukraine, mais nous le savons sans l'écouter. Xelanova Plus apporte une fois de plus la preuve, car sa combinaison d'images et de capacités de géolocalisation l'amène à conclure que l'Ukraine a probablement frappé soit le dépôt pétrolier du terminal de Don, soit l'usine optico-mécanique d'Azov.
peut-être les deux. L'ampleur de l'incendie et la fumée noire montrée par la chaîne indiquent clairement une frappe sur une unité de stockage de pétrole. On n'obtient pas un tel brasier en attaquant une structure ordinaire. Et si l'Ukraine a également réussi à toucher l'usine en question, alors c'est une autre grande victoire. L'usine optique mécanique d'Azov fabrique des radars, des composants optoélectroniques et des systèmes de guidage de précision qui, selon le Kyiv Post, sont utilisés dans tout type d'équipement, des avions et navires de guerre aux véhicules blindés et missiles russes. Presque tout ce dont la Russie a besoin pour soutenir l'invasion de Poutine, peu importe l'origine des attaques. Tout cela représente une soirée de travail plutôt solide pour l'Ukraine. Mais nous vous avons dit que l'Ukraine a frappé partout, sur tous les fronts, en même temps. Cela montre que Rostov n'est pas la seule à brûler après l'attaque de drones ukrainiennes. Dans une autre région russe, l'Ukraine a fait mouche contre le type de cible qu'elle a fait de sa priorité, depuis qu'elle a développé les capacités de longue portée qui rendent possible ce genre de frappe. Nous allons vous indiquer où les drones ukrainiens ont frappé. Mais d'abord, rappelons que vous suivez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment d'appuyer sur le bouton pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est fait. Bien, passons maintenant à Krasnodar. Dans son rapport sur la folle nuit de frappes ukrainiennes, le Kyiv Independent a révélé que les drones ukrainiens ont de nouveau frappé la raffinerie de pétrole d'Ilski, dans la région de Krasnodar. Située à environ 500 km du territoire contrôlé par l'Ukraine, cette raffinerie n'est pas étrangère aux drones ukrainiens. En fait, ces drones sont devenus des visiteurs réguliers. Le 10 juillet correspond à la 17e frappe contre cette raffinerie depuis le début de la guerre, et elle avait été visée pour la dernière fois le 2 juin. On dirait presque que les opérateurs de drones ukrainiens ont une sorte de rancune. Cependant, ce qui se passe réellement ici, c'est que l'Ukraine frappe à plusieurs reprises une raffinerie capable de traiter jusqu'à 6,6 millions de tonnes de carburant chaque année, car des frappes répétées rendent impossible pour la Russie de remettre complètement la raffinerie en service. Chaque fois que ce que l'Ukraine a frappé la fois précédente est sur le point d'être réparé, ces sanctions volantes reviennent et visent une nouvelle cible. Après 17 frappes, on pourrait croire que la Russie aurait compris la nécessité de défense aérienne à Ilski. Peut-être qu'elle l'a compris, mais qu'elle n'a tout simplement pas les défenses nécessaires à disposition. D'autres incendies se déclarent dans une raffinerie qui implore un répit face aux drones ukrainiens. Encore une fois, Excel et Overplus ont les images, alors que nous voyons un incendie à Ilski se détacher sur le ciel nocturne. Les autorités du Kraï de Krasnodar ont indiqué qu'un incendie s'est déclenché à la raffinerie d'Ilski, dans le district de Seversky, suite à la chute de débris de drones. Voilà. Nous attendions le mot commençant par D, et les autorités du Kraï de Krasnodar ne nous ont pas déçus. Les débris de drones les plus précis du monde semblent avoir encore frappé, pour la 17e fois au total, et la 5e fois, rien qu'en 2026. Nous pensons même ne plus avoir la force d'être ironiques. Cette excuse des débris commence à dater, surtout quand ces débris ne semblent jamais tomber sans danger, à des kilomètres de la cible de l'Ukraine. Donc, la raffinerie de pétrole d'Ilski a encore brûlé, ce qui ne va vraiment pas aider la Russie à gérer la crise du carburant qui sévit actuellement dans tout le pays. En plus, brûler du carburant et du pétrole signifie moins d'exportation, ce qui veut dire moins d'argent dans le trésor de guerre du Kremlin. Il y a un autre endroit qui a été attaqué par les drones ukrainiens pour compléter cette nuit de frappe, et ce n'est rien de moins que la capitale russe, Moscou. Nous aimerions dire que les drones ukrainiens ont multiplié les frappes sur des cibles militaires clés, une mutilation de Moscou pour rester allitératif. Mais ce n'est pas le cas. L'Ukraine a envoyé des drones, mais la Russie affirme les avoir tous interceptés, et il n'y a aucun rapport qui contredise les affirmations de la Russie. Cependant, ce que l'Ukraine a réussi à faire avec une attaque que le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a estimé à 16 drones, c'est de provoquer la fermeture temporaire de l'aéroport de Domodedovo. De plus, l'aéroport de Pulkovo à Saint-Pétersbourg a subi les mêmes restrictions, laissant penser que des drones ukrainiens ont atteint la ville natale de Poutine. Est-ce aussi impressionnant que ce qu'a fait l'Ukraine à Rostov et dans le Kraï de Krasnodar? Peut-être pas. L'Ukraine a accompli deux choses en envoyant ses drones à Moscou. Premièrement, la fermeture de l'aéroport s'inscrit dans l'une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine mène des frappes en profondeur, à savoir ramener la guerre que Poutine a commencée chez le peuple russe. Nous allons approfondir ce concept bientôt. Mais ici, un aéroport qui suspend ses vols après une attaque de drone regroupe des gens en colère ayant beaucoup dépensé, pour finalement être confrontés à la guerre qu'ils essaient d'éviter.
L'Ukraine précise que la fermeture des aéroports s'inscrit dans sa campagne de pression contre la Russie. En mai 2025, Kyiv Independent a rapporté que les drones ukrainiens avaient provoqué 217 fermetures d'aéroports entre le 1er janvier et le 22 mai. Le porte-parole de la division sud de l'armée de défense ukrainienne, Serhiy Brachuk, affirmait alors « Ces perturbations ne sont pas accidentelles. Elles s'inscrivent dans une campagne de pression sur la logistique, la défense aérienne et le moral public. La population russe doit en payer le prix. » Dormir sous des tentes à l'aéroport n'est pas le pire, mais cela affecte le moral. C'est une façon unique de faire payer le peuple russe. Mais être obligé de dormir sur le sol froid d'un aéroport, ou de se battre avec d'autres personnes pour les quelques chaises disponibles, est un bon moyen de rappeler aux moscovites que leur président a déclenché une guerre qu'il ne peut pas terminer. En parlant de rappel, cela mène à la seconde chose accomplie par les frappes ukrainiennes à Moscou. Elles ont obligé Poutine à se souvenir que l'Ukraine peut frapper la capitale russe. Elle l'a déjà fait à plusieurs reprises en 2026 fin juin. L'Ukraine a frappé un centre satellitaire dans la capitale russe. Au milieu du mois, l'Ukraine a mené une de ses plus grandes attaques aériennes, touchant la principale raffinerie de Moscou et provoquant des plaintes des habitants sur la pluie noire due au pétrole en feu. Poutine sait maintenant que l'Ukraine a des drones capables d'atteindre Moscou et de détruire des infrastructures énergétiques et militaires majeures. Le dirigeant russe pourra s'estimer chanceux après l'attaque du 10 juillet qui n'a entraîné que la fermeture d'un aéroport, mais il ne devrait pas. Ce que nous venons probablement de voir de la part de l'Ukraine n'est qu'un prélude, un simple avant-goût, avant le plat de résistance, où le feu s'abattra sur une capitale russe aujourd'hui bien plus vulnérable qu'elle ne l'a jamais été, sous le règne de Poutine. Prenons du recul et analysons plus globalement le 10 juillet. Pour une journée de frappe, elle a été immense. Des dépôts de pétrole, des raffineries et des installations militaires ont tous été touchés, et il y a eu en prime ce petit rappel sympathique à Moscou. Mais ce que l'Ukraine a surtout montré à la Russie en créant un nouvel anneau de feu à travers le pays, c'est cela. Les drones ukrainiens peuvent désormais viser presque n'importe quelle cible d'importance militaire en Russie, et la Russie n'y peut rien. En réalité, la frappe du 10 juillet était insignifiante pour l'extension de la portée des frappes ukrainiennes. Cela peut sembler fou, car de nombreux drones ukrainiens ont parcouru 1000 km pour atteindre leur cible, un exploit inimaginable lors de l'invasion de Poutine. Mais c'est la vérité. L'Ukraine peut frapper bien plus loin que ce que laisse penser le 10 juillet, et cela va faire trembler Poutine de peur. Nous en avons eu la preuve il y a quelques jours, juste avant la dernière vague d'attaques, quand l'Ukraine a frappé directement la raffinerie d'Omsk en Sibérie. Nous allons le répéter, la Sibérie. C'est à plus de 2500 km de l'Ukraine. L'Ukraine aurait utilisé la nouvelle version du drone FPV-1, capable de parcourir cette distance pour mener cette frappe. C'est un nouveau record de distance pour les drones ukrainiens. Et de loin. Ce message à Poutine et à son peuple. L'Ukraine veut le faire résonner du Kremlin jusqu'à l'extrême-orient russe. Plus rien n'est désormais en sécurité. Et la Russie le sait. Dès le mois de mars, des responsables russes lançaient déjà cet avertissement. Sergueï Shoigu, alors secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie et ex-ministre de la Défense, a tenu les mêmes propos lors d'une réunion dans l'Oural, évoquant les drones longue portée ukrainiens et plusieurs attaques de sabotage survenues à cette époque. Shoigu a déclaré que le développement rapide des systèmes d'armes, notamment des drones, et la sophistication de leur déploiement font qu'aucune région de Russie n'est en sécurité. Voici enfin un responsable russe prêt à dire la vérité. Cette vérité, c'est que les arrières de la Russie ne sont plus un sanctuaire. Ils sont désormais vulnérables, et il n'y a pas que Shoigu qui le dit. Les blogueurs militaires russes, qui pendant si longtemps ont vanté la supposée domination militaire de Moscou tout en prônant une attaque sans merci contre l'Ukraine, se rendent compte que l'Ukraine prend le dessus sur la Russie. Ce à quoi la Russie est confrontée maintenant, c'est l'effondrement d'un tas d'hypothèses qui avaient été faites avant que Poutine ne lance son invasion. L'Ukraine n'était pas censée pouvoir faire tout ça, mais désormais, les frappes profondes en Russie sont presque quotidiennes. Psychologiquement, ce fait a un impact sur le peuple russe, et cela fait que l'emprise de Poutine sur eux commence à se relâcher. Rappelez-vous, Poutine est un homme qui a bâti sa réputation en apparaissant fort aux yeux de son peuple, même lorsqu'il était évident pour d'autres qu'il est bien plus faible qu'il ne le prétend. Le grand défenseur est dévoilé comme un imposteur insensé, car il ne peut plus protéger les Russes ordinaires des conséquences de la guerre. Des frappes comme celle du 10 juillet imposent un changement de discours, visible sur les réseaux sociaux,
et au Conseil de sécurité russe. L'Atlantic Council a noté, après une frappe en juin contre Saint-Pétersbourg, que l'évolution du ton du discours public russe est largement due à la campagne de bombardement stratégique ukrainienne, de plus en plus efficace, qu'il est de plus en plus difficile de minimiser ou d'ignorer. Des images d'explosions envahissent chaque jour les réseaux sociaux russes, les dernières attaques près de Moscou visant un point sensible. Nous n'aurions pas pu mieux le dire nous-mêmes. Chaque fois que l'Ukraine enfonce un autre drone dans cette plaie en détruisant une raffinerie ou un dépôt, cela rappelle au peuple russe que rien de tout cela n'était inévitable. L'Ukraine ne voulait pas la guerre, contrairement à Poutine. Et cela fait de Poutine la raison pour laquelle il ressent autant de douleur. L'Ukraine utilise les tactiques de la Russie contre elle, blessant le peuple russe sans le viser directement. La campagne aérienne russe repose sur la terreur. Poutine est tout aussi prêt à frapper des villes ukrainiennes et à tuer des civils qu'à viser des cibles militaires, car tout ce que fait la Russie contre l'Ukraine est coercitif. Poutine tente de persuader les Ukrainiens d'abandonner leur résistance et de laisser la Russie faire ce qu'elle veut. Tout ce que l'Ukraine fait actuellement, c'est utiliser sa propre version de ce type de campagne coercitive pour infliger le même type de pression psychologique au peuple russe, sans recourir aux crimes de guerre que commet Poutine. Et enfin, nous venons de parler de pression. N'oubliez pas la raffinerie d'Ilski, frappée par l'Ukraine le 10 juillet. Quand on parle de pression, on ne peut pas ignorer la crise du carburant en Russie. Si les incendies à l'horizon rappellent le retour de la guerre de Poutine, les longues files aux pompes à carburant mal approvisionnées en Russie sont une douleur plus concrète infligée au peuple russe. Une crise du carburant qui a commencé en Crimée s'est maintenant propagée dans toute la Russie, et elle s'aggrave à chaque fois qu'une raffinerie responsable de la production de carburant brûle. DW rapporte le cas d'une femme russe dans la région de Gelendzhik qui affirme avoir passé 3 jours à essayer de faire le plein de sa voiture. Elle passe ses nuits à dormir dans sa voiture et arrive aux stations-service dès 5 heures du matin pour constater que les pompes restent vides. Ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup en Russie passent des heures à faire la queue pour un produit censé être abondant, car la Russie le fabrique elle-même. L'attaque de la raffinerie d'Omsk par l'Ukraine nous a tous impressionnés par son ingéniosité. Une nation qui, il y a seulement 4 ans, ne possédait aucune arme à longue portée capable de frapper la Russie sur son propre territoire, venait de toucher une raffinerie située à des milliers de kilomètres en Sibérie. Des questions ont été posées. Comment l'Ukraine s'y est prise et quel type de drone elle a utilisé? Nous avons désormais nos réponses. Plus rien n'est à l'abri en Russie, car l'Ukraine a conçu quelque chose que les défenses aériennes russes ne peuvent pas arrêter. Une bête de 3400 km différente de tout ce qu'on a vu auparavant. La Russie ne peut pas se cacher de la tempête qui arrive, car Omsk a vu l'Ukraine envoyer un message indiquant qu'elle peut désormais frapper presque toutes les cibles majeures sur le territoire russe. L'Ukraine dispose d'un nouveau drone. Ce n'est pas un nouveau drone, mais une version modifiée du FP1 utilisé par l'Ukraine pour frapper la Russie depuis des mois. Ce drone a un nouveau cousin, offrant à l'Ukraine des capacités de frappe en profondeur inédites. Le FP1ER restait là, et voici tout ce que nous savons à son sujet jusqu'à présent. Les premiers signes d'une nouveauté dans le ciel d'Omsk ont été rapportés par Denis Stillerman, cofondateur de Firepoint. Alors que la fumée s'élevait au-dessus de la raffinerie d'Omsk, Stillerman s'est rendu sur X pour délivrer un message simple mais révolutionnaire. La raffinerie d'Omsk découvre le nouveau FP-FP1, a-t-il déclaré. Et il a enchaîné avec un second message qui disait simplement « 3400 ». Avec cela, nous avons eu notre premier aperçu de ce qui est désormais appelé le FP1ER. Une version à longue portée du drone FP-FP1 de Firepoint n'est pas seulement en production, elle est déjà dans les airs. Et il a prouvé qu'il était d'une précision dévastatrice, exceptionnellement puissant, et capable de parcourir des milliers de kilomètres tout en évitant chaque système de défense aérienne que la Russie tente de placer sur sa trajectoire. Firepoint a seulement confirmé la portée de son drone remanié jusqu'à présent. 3400 km, c'est environ 3 fois plus loin que ce que l'original FP-FP1 peut parcourir, rapporte Euromiden Press, et cela suffira à terrifier la Russie. L'Ukraine possède désormais un drone pouvant attaquer toutes les principales installations militaires, pétrolières et industrielles de l'ouest et du centre de la Russie. Au-delà de cela, Stillman ne révèle pas grand-chose de plus. Cependant, les analystes qui ont examiné de plus près les rares images dont nous disposons du FP-FP1ER en vol révèlent qu'il existe quelques différences clés qui le distinguent du FP-FP1 d'origine. L'un de ces analystes est le compte X Grandpa Roy, qui est géré par un expert en drone basé au Canada. Roy a examiné attentivement les ailes du FP1ER et a relevé des différences notables.
Les ailes du nouveau drone sont nettement plus longues que celles du FP-FP1 d'origine, ce qui offre un meilleur potentiel de vol plané et augmente l'autonomie du FP-FP1ER. De plus, les ailes ont également une forme légèrement différente, offrant une plus grande surface. Encore une fois, cela aide au vol plané et permet au FP1ER d'avoir plus de réservoirs de carburant que le FP-FP1. Certains supposent que le FP1ER utiliserait une injection de carburant, augmentant ainsi l'autonomie, grâce à une meilleure efficacité énergétique. Cependant, rien n'a encore été prouvé, peu de choses l'ont été. Le FP1ER, malgré cette première analyse, reste encore en grande partie un mystère. Nous pouvons aussi être relativement certains de quelques autres choses. Premièrement, le FP1ER que Firepoint a déployé est encore meilleur que la version modifiée du FP-FP1 que tout le monde pensait que l'Ukraine allait recevoir. En juin, Firepoint a présenté une version améliorée du FP-FP1 lors du salon Eurosatory à Paris. L'exposition a montré que le FP-FP1 possédait un réservoir de carburant additionnel, même si Firepoint affirmait que cela permettrait au drone d'atteindre 2700 km. C'était moins d'un mois avant l'attaque de la raffinerie d'Omsk, donc en seulement quelques semaines, il semble que Firepoint ait réussi à améliorer à nouveau sa nouvelle version du FP-FP1 pour ajouter 800 km supplémentaires à sa portée. Soit cela, soit la version du FP-FP1 vue à Eurosatory était un drone complètement différent, et le FP1ER a été gardé secret jusqu'à ce qu'il s'écrase sur la raffinerie d'Omsk. Deuxièmement, nous pouvons au moins estimer le prix approximatif du FP-FP1ER. Comme le souligne Euromiden Press, le FP1 original coûte à l'Ukraine environ 50 000 $ par unité. Le FP-FP1ER sera plus cher à cause de ses grandes ailes et de ses réservoirs de carburant en plus. Cependant, ces ajouts ne suffiront pas à faire grimper le prix du FP-FP1ER au-dessus de celui de l'autre arme majeure à longue portée de Firepoint, le FP-FP5. Ce missile de croisière hybride a une portée similaire à celle du FP1ER, mais il est proposé à un prix de 500 000 $. Il semble très probable que l'Ukraine pourra acheter plusieurs FP-FP1ER pour le prix d'un seul FP-FP5, ce qui suggère un prix de l'ordre de 100 000 $, peut-être même moins. Tout dépend de la part que représentent les réservoirs de carburant, et le matériau des ailes dans le prix de 50 000 $ du FP1 d'origine. Ce que la Russie voit ici, c'est un drone capable de frapper des centaines de cibles et qui peut être construit pour une fraction du coût d'un missile. Et cela est inquiétant. L'Ukraine pourrait donc à l'avenir lancer de grands essaims de FP1ER. Pour le reste du FP1ER, nous ne pouvons que spéculer. Des mystères persistent, notamment sur la charge utile du drone. La version originale du FP1 avec une charge utile de 60 kg n'avait pas la puissance explosive suffisante pour mener une opération comme celle qu'on a vue à Omsk. Firepoint a ensuite amélioré le FP1 pour qu'il puisse transporter 105 kg d'explosifs, et il semble probable que le FP1ER utilise une ogive d'environ cette taille. Probable mais non confirmé. L'ogive du FP1ER pourrait être un peu plus grande, selon la capacité des ailes modifiées, et des réservoirs à compenser le poids supplémentaire. Nous ignorons aussi comment fonctionne le système de guidage du nouveau drone ukrainien. Le FP1ER utilise probablement la combinaison de navigation par satellite et de navigation inertielle à laquelle on pourrait s'attendre dans une arme de ce type. La Russie possède des systèmes de guerre électroniques pouvant brouiller les signaux satellites, et un drone parcourant des milliers de kilomètres offre de nombreuses occasions à ce brouillage de se produire. La seule navigation satellite serait risquée. Il est donc possible qu'il y ait une forme d'IA impliquée avec le FP1ER, on ne sait pas de quelle IA il pourrait s'agir, en supposant qu'elle soit même présente. A noter, le FP1 amélioré présenté à Eurosatory était aussi accompagné d'une déclaration de Firepoint indiquant que ces drones reçoivent désormais des systèmes d'IA. Encore une fois, aucun détail n'a été donné. Mais utiliser l'IA dans un drone parcourant 3400 km serait logique, notamment pour contrer le brouillage, qui rendrait le vol inutile. Enfin, il y a une dernière chose que nous savons avec certitude à propos du FP1ER. Même le meilleur avion de chasse russe n'a pas pu l'arrêter à Omsk. Peu après la frappe ukrainienne sur Omsk, photos et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, suggérant que la Russie avait déployé un Su-57 pour stopper les drones ukrainiens. Le Su-57 est censé être le chasseur de 5e génération de la Russie, bien qu'il existe de nombreux doutes sur la qualité de sa cellule, ce qui semble le placer dans le haut de la 4e génération. Cela demeure le meilleur chasseur russe, et sa vitesse combinée à sa puissance de feu suffit à stopper presque tout drone ukrainien. Mais le Su-57 de la Russie a échoué à plusieurs reprises. Euromaidan Press rapporte que l'Ukraine aurait envoyé environ 7 drones à Omsk le 6 juillet,
offrant ainsi plus de cibles aux Su-57 russes et augmentant la probabilité que ces drones soient repérés par les radars russes. En effet, Michael Bonnet, qui est analyste chez RAND, souligne que la Russie a déployé à la fois un Su-57 et un A-50 AWACS, ou avion de détection et de commandement aéroporté, pour contrer les drones ukrainiens. Bonnet indique que c'est la première fois que cette combinaison apparaît, ce qui suggère que les radars russes ont repéré les drones ukrainiens bien avant leur arrivée à Omsk. Les drones FP1 sont lents et auraient espé des heures à atteindre Omsk. À moins que les avions A-50 et Su-57 n'aient été en l'air en permanence, ce qui est très improbable vu leur faible nombre, cela implique que ces FP1 ont été suivis plusieurs heures pour laisser le temps aux avions de décoller, selon Bonnet. Cependant, les nouveaux drones FP1ER ukrainiens ont échappé à une destruction pourtant inévitable. Cela tient sans doute au fait que ce sont de petites cibles pouvant voler à basse altitude. Même visibles sur certains radars russes, les drones obligeaient le chasseur russe à descendre à une altitude inconfortable pour les affronter. De toute évidence, le Su-57 a échoué dans sa mission. Le fait de devoir voler si bas montre à quel point ces drones sont difficilement à détecter. Note Bonnet, c'est ce à quoi la Russie fait face. Un drone ukrainien remanié peut parcourir 3400 km, livrer une lourde charge utile avec précision, contourner les défenses aériennes et échapper aux meilleurs avions de chasse russes. C'est un cauchemar pour Poutine. Nous avons vu ce cauchemar se réaliser à Omsk. Nous sommes sur le point de révéler ce que le FP1ER a fait à la raffinerie sibérienne. Avant tout, rappel, vous regardez l'émission militaire. Si nos analyses vous sont utiles, abonnez-vous et activez la cloche pour voir plus de vidéos. Revenons à la raffinerie d'Omsk. Nous avons déjà décrit le drone utilisé par l'Ukraine pour attaquer cette raffinerie en Sibérie, mais pas encore évoqué les conséquences de cette frappe. Ces résultats sont essentiels. Toutes les améliorations et spécifications ne servent à rien si le drone ukrainien ne cause pas de dégâts sur sa cible. Or, les drones ukrainiens en ont causé. L'Ukraine a choisi la raffinerie d'Omsk pour plusieurs raisons, dont bien sûr la distance. Quoi de mieux pour montrer à la Russie une nouvelle menace que d'en envoyer une vers une raffinerie à 2500 km de l'Ukraine? Un record de distance a été battu avec la frappe de drone sur Omsk, ce qui constitue déjà un message. Mais plus important encore, la raffinerie d'Omsk est la plus grande de toute la Russie, représentant environ 10% de tout le raffinage de pétrole du pays, selon les rapports de Euromaidan Press. Omsk fournit plus de la moitié de tout le carburant utilisé dans le district fédéral de Sibérie et est capable de traiter 22 millions de tonnes de pétrole brut chaque année. La frappe ukrainienne n'a pas ciblé que la raffinerie. Le FP1ER a prouvé sa précision en détruisant une paire d'unités de distillation à Omsk qui, ensemble, permettaient de traiter 50 000 tonnes de brut par jour. Les images satellites du lendemain de l'attaque du 6 juillet montrent que les drones ukrainiens ont frappé 4 fois la raffinerie. L'unité Elou AVT, 11 que l'Ukraine a frappé, a, à elle seule, une capacité de 8,6 millions de tonnes métriques de pétrole brut par an, et elle n'est plus maintenant qu'une épave en flammes. Des pipelines à Omsk ont aussi été touchés. La précision observée interroge sur le recours exclusif du FP1-2ER à la navigation satellitaire et inertielle. Les drones ukrainiens ont parcouru des milliers de kilomètres et frappé des cibles précises dans une vaste installation. C'est un type de précision auquel personne ne s'attendait, et cela alimente encore davantage les rumeurs concernant l'utilisation de l'IA pour le ciblage. En écartant les rumeurs sur le FP1ER, nous savons que le drone ukrainien a causé des dégâts catastrophiques. Dans un rapport de suivi, Reuters a révélé que la Russie a été contrainte de suspendre le traitement à la raffinerie d'Omsk pour une durée indéterminée. Le traitement et l'évaluation des dégâts sont déjà en cours sur le site, et tous les travaux de réparation nécessaires devront être réalisés dans un contexte de sanctions occidentales, ce qui rend plus difficile que jamais pour la Russie de se procurer les composants dont elle a besoin pour effectuer ces réparations. Avec le FP1er, l'Ukraine vient de sectionner l'artère énergétique de la Sibérie, et elle l'a fait à une distance jamais vue auparavant. Cela nous amène à ce que cela signifie pour l'avenir. La campagne ukrainienne contre les raffineries est désormais plus puissante que jamais. Frapper la plus grande raffinerie de Russie envoie un message fort à Poutine et s'inscrit dans une campagne croissante contre les raffineries, plongeant la Russie en crise. Avec la frappe sur Omsk à son actif, l'Ukraine a désormais officiellement touché les 11 plus grandes raffineries de pétrole de Russie, a rapporté le média United 24 le 7 juillet. C'est un jalon stratégique, car la raffinerie sibérienne de Russie n'était jamais censée être à la portée de l'Ukraine, mais elle l'est désormais.
Et ce que cela signifie pour la Russie, c'est qu'une campagne contre les raffineries qui causait déjà énormément de difficultés financières et internes va devenir encore bien plus problématique. Les 11 raffineries que l'Ukraine a frappées ont une capacité de traitement de pétrole brut combinée d'environ 156 millions de tonnes par an. Sans compter les petites raffineries aussi touchées par l'Ukraine. Lorsque le FP premier sera produit en masse, les raffineries éloignées de l'Ukraine deviendront aussi des cibles pour les frappes répétées déjà menées contre celles proches de la frontière. On s'attend donc à ce qu'Omsk soit frappé 2 fois, et bientôt. Davantage de frappes contre les raffineries signifiant que la crise du carburant déjà présente en Russie peut franchir un nouveau cap. Cette crise se propage déjà largement et en profondeur en Russie. CNN rapporte qu'une crise qui a commencé en Crimée à la suite du programme de blocus logistique de l'Ukraine s'est étendue pour toucher presque toutes les 83 régions de la Russie d'une manière ou d'une autre. Les files d'attente aux stations-service sont si longues qu'on attend parfois des heures pour accéder à une pompe. Et dans de nombreux cas, ces heures d'attente se soldent par une restriction sur l'essence, ce qui signifie que le Russe moyen ne peut même pas faire le plein de son véhicule. Les prix augmentent à mesure que les stocks de carburant diminuent, et la frustration parmi la population russe déborde parfois jusqu'à des bagarres. La Russie répond en interdisant l'exportation de tous les principaux carburants. Le 8 juillet, on a appris que la Russie interdisait les exportations de diesel et de carburant pour avions. Cela fait suite à une interdiction d'exportation d'essence qui doit durer jusqu'à la fin juillet, mais qui sera très probablement prolongée. Comment le savons-nous ? La Russie a annoncé qu'elle commencerait à importer de l'essence et d'autres produits pétroliers en juillet. Un pays qui doit acheter du carburant ne peut guère en vendre. La Russie pense pouvoir surmonter cette crise. L'Ukraine vient de montrer à la Russie qu'aucune reprise n'est envisageable. Un nouveau drone à longue portée est dans les airs, et il permet de frapper encore plus de raffineries qu'auparavant. Ce ne sont pas seulement les raffineries. Toute la Russie, jusqu'à la Sibérie, est visée. La Fondation géorgienne pour les études stratégiques et internationales propose une carte interactive intéressante. Cette carte montre toutes les bases militaires russes en Russie et à l'étranger. La majorité de ces bases se trouvent dans le centre et l'ouest de la Russie, ce qui représente des centaines. Mais dans le sud, à environ un tiers de la largeur du territoire russe, on voit Omsk. Nous savons désormais que le FP premier ukrainien peut frapper tout ce qui se trouve à l'ouest de cette région. N'oubliez pas qu'Omsk est à 2500 km de l'Ukraine. Le FP premier a encore 900 km d'autonomie, dont il pourrait très bien être capable de frapper l'ensemble des bases que la Russie a développées à l'est de la raffinerie d'Omsk. Poutine ne prend peut-être même pas en compte l'aspect de ce nouveau drone. Les frappes ukrainiennes contre les raffineries font la une, mais désormais chaque avion russe, basé lançant des missiles et des bombes planantes sur l'Ukraine, est devenu une cible. Même chose pour les dépôts de munitions et installations militaro-industrielles. Frapper ce type de cible n'est pas nouveau pour l'Ukraine. Comme le souligne le média United 24 dans un article du 9 juillet, l'Ukraine a frappé 6 des principales usines de production de missiles de la Russie depuis mars. Mais il faut se rappeler qu'en avril seulement, l'Ukraine affirmait avoir étendu sa portée de frappe de 2,5 fois depuis le début de la guerre, atteignant 1750 km. Seulement quelques mois plus tard, cette portée a presque doublé. Voici l'essentiel. La portée de frappe de l'Ukraine s'est étendue plus vite et plus loin qu'elle ne le pensait elle-même. Ce n'est pas exact de dire que tout en Russie est devenu une cible à cause du FP premier, mais tout ce qui peut être lié à l'invasion de Poutine est désormais une cible légitime. La stratégie de frappes en profondeur de l'Ukraine s'intensifie, la Russie tente de l'arrêter. Des rapports indiquent que la Russie a commencé à déployer de puissants brouilleurs qui seraient rendus capables au pays de couper les signaux Starlink utilisés par les drones ukrainiens. Si c'est le cas, ils n'ont pas réussi à arrêter les FP premiers envoyés à Omsk. Ceci indique aussi que l'IA est en place. Poutine a ordonné de prioriser la production de nouveaux systèmes de défense aérienne pour l'industrie russe. Ce sera une tâche difficile car le problème de la défense aérienne russe n'est pas nouveau, et la frappe d'Omsk a montré qu'il était plus grave que prévu. L'Ukraine exploite depuis longtemps la taille de la Russie contre elle. Le FP1ER est désormais prêt et efficace au combat. Ainsi, ce qui était la plus grande force de la Russie pourrait devenir la faiblesse, qui fera perdre la guerre à Poutine. L'innovation est au cœur de tout ce que fait l'Ukraine, et le FP1ER en est l'exemple parfait. N'oubliez pas la ligne de front. Avec toute l'attention portée aux frappes ukrainiennes en profondeur, on oublie facilement qu'il y a autant d'ingéniosité sur la ligne de front que dans le volet longue portée de la stratégie ukrainienne.
L'Ukraine est devenue le maître de la guerre robotique. Il n'y a pas de si ni de mais à ce sujet. L'armée de robots de l'Ukraine ne cesse de croître. Elle gagne en puissance et joue un rôle clé pour aider l'Ukraine à gagner contre la Russie. Personne n'avait vu cela venir quand Poutine a lancé son invasion. Ce qui devait être une guerre d'hommes et de métal s'est transformé au point que ce ne sont même plus les humains qui font le travail le plus important pour l'Ukraine. Les chiffres sont là. Les robots terrestres aident l'Ukraine plus que jamais. Un haut responsable américain a affirmé qu'il serait très risqué pour l'armée américaine de ne pas suivre l'exemple de l'Ukraine. Selon un rapport du 9 juillet Euromaidan Press, a révélé que les robots terrestres ukrainiens ont accompli plus de missions en juin que pendant tout autre mois depuis le début de la guerre avec la Russie. Ces merveilles de métal sont devenues une vision courante sur les lignes de front, puisqu'elles font tout, du transport de fournitures et d'équipements à l'évacuation de soldats, et dans certains cas, au lancement d'assauts contre les positions russes. Le ministère de la Défense ukrainien affirme que les robots terrestres ukrainiens ont effectué plus de 16 600 missions logistiques et d'évacuation en juin, et le ministre de la Défense du pays, Mikhailo Fedorov, explique pourquoi cela compte. Chaque mission accomplie par un robot à la place d'un soldat, c'est potentiellement une vie sauvée, déclare Fedorov. Nous n'aurions pas pu mieux le dire nous-mêmes. Ce qui est encore plus remarquable que le nombre de missions réalisées par les robots terrestres ukrainiens en juin, c'est l'augmentation spectaculaire de ce type de mission. Voici le récapitulatif. En janvier, les robots terrestres ont effectué 7511 missions. En février, ce chiffre est monté à 7960. Ensuite, il y a eu 9072 en mars, 11 028 en avril, 14 059 en mai. En juin, l'Ukraine a ajouté 2500 missions à son total mensuel, et cela doit inquiéter la Russie. Si l'Ukraine poursuit ainsi, il n'y aura bientôt plus de missions logistiques assurées par des soldats sur le front. Pour la Russie, cela implique moins d'occasions d'éliminer des soldats ukrainiens, permettant à l'Ukraine de maintenir plus longtemps des fortifications plus solides. Tout cela entraîne plus de pertes pour la Russie, même indirectement. Tout cela signifie que les robots terrestres ukrainiens ont effectué 18,6% de missions en plus en juin qu'en mai, et qu'ils ont plus que doublé leur rendement depuis janvier. Les chiffres de juin sont supérieurs de 122% à ceux que nous avons observés au cours du premier mois de l'année. Au total, au cours du premier semestre 2026, les robots ukrainiens ont accompli plus de 66 300 missions. Et maintenant, l'Ukraine a un objectif simple: remplacer les soldats par des robots terrestres, afin que ces derniers assurent 100% des missions logistiques en première ligne. Selon Serhiy Biskresnov, conseiller au ministère de la Défense, la seule difficulté actuelle de l'Ukraine est la connectivité, pas le matériel. Pour permettre à son armée de drones d'atteindre son plein potentiel, l'Ukraine doit surmonter les défis que le terrain, les arbres et l'infrastructure urbaine posent aux signaux nécessaires aux robots terrestres. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine innove sans cesse. Elle trouvera des solutions, peut-être en utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser la recherche de trajectoires, afin que les pertes de signal ne soient ni plus un problème. Mais cela c'est pour l'avenir. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Ukraine est totalement engagée à faire des robots terrestres un élément clé de sa stratégie de première ligne. Et ce n'est pas seulement le ministère de la Défense qui le dit. Les soldats ukrainiens soutiennent totalement le remplacement par des robots partout où c'est possible. Le ministère de la Défense ukrainien affirme que différentes unités sur les lignes de front ont déjà reçu 1028 robots terrestres de diverses configurations via la plateforme Dotchain d'armement de défense en mai. C'est important car cette place de marché utilise un système de points. Les soldats gagnent des points pour des exploits comme abattre des drones ou réussir des missions avec des robots terrestres. Ils échangent ces points contre les systèmes jugés les plus nécessaires au front. Donc il ne s'agit pas seulement de 1028 robots terrestres livrés, ce sont 1028 robots qui ont été spécifiquement choisis par les soldats sur le front parce qu'ils en ont besoin. Et pour couronner le tout, Euromaidan Press révèle que les soldats ont commandé au total 3062 robots terrestres sur cette plateforme pour une valeur de 46,6 millions de dollars. L'initiative du ministère de la Défense de confier les tâches de première ligne aux robots terrestres est soutenue par les soldats que ces robots remplacent. C'est sans doute la première fois que des gens espèrent que des robots prennent leur travail. L'objectif est que des robots assurent toute la logistique de première ligne, ce que les troupes ukrainiennes soutiennent pleinement. Aux États-Unis,
un homme a souligné qu'il est temps que l'Amérique s'intéresse à la révolution des drones et robots en Ukraine. Choqué par l'efficacité de tout ce que l'Ukraine a accompli, le sénateur Lindsey Graham a déclaré le 10 juillet qu'il serait une énorme erreur pour les États-Unis de ne pas travailler avec l'Ukraine afin de profiter de l'expertise croissante du pays en matière de drones et de robots. Ces remarques ont été faites lors de la visite de Lindsey Graham en Ukraine, où il a vanté les installations du fabricant de drones Skyfall. Aujourd'hui, j'ai visité une entreprise ultramoderne à grande capacité, produisant des technologies bien plus avancées que partout ailleurs. La nécessité, c'est la mère de l'invention, a déclaré Lindsey Graham, avant d'ajouter un avertissement aux États-Unis. Ce serait une grosse erreur pour l'Amérique de ne pas collaborer avec l'Ukraine sur les drones. Ils veulent t'aider, car nous avons soutenu l'Ukraine dans ces moments difficiles, a dit Lindsey Graham. Il y a un post-scriptum malheureux à cette partie de l'histoire. Le 12 juillet, on a appris que le sénateur Graham était décédé à la suite d'une maladie brève et soudaine. Les détails continuent d'arriver, mais Graham venait tout juste de rentrer de son voyage en Ukraine, où il avait rencontré le président Volodymyr Zelensky, en plus de visiter l'installation Skyfall, et de lancer son appel pour que les États-Unis s'engagent dans la révolution des drones et de la robotique en Ukraine. Salué comme un véritable patriote américain par le président américain Donald Trump, Graham a essentiellement utilisé son dernier message pour dire aux États-Unis que ce que fait l'Ukraine est quelque chose de spécial, et que l'armée américaine doit s'y engager. C'est un choc triste, mais cela pourrait pousser les États-Unis à voir que l'Ukraine est un partenaire bien plus précieux qu'on ne l'imaginait. Les robots terrestres ne sont qu'une des raisons rendant ce partenariat précieux pour l'Amérique, l'Ukraine prouvant chaque jour que ses avancées technologiques lui donnent l'avantage face à la Russie. Concentrons-nous sur la Russie, tandis que les robots terrestres ukrainiens agissent en première ligne. Les soldats russes doivent aussi réclamer un tel soutien. L'Ukraine automatise la logistique de première ligne, tandis que les soldats russes gèrent tout manuellement. Poutine impose à ses troupes des marches de la mort, décimant son armée. Mais avant d'approfondir ce sujet, petit rappel, vous regardez The Military Show. Si vous trouvez cette vidéo instructive, assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer de ce que nous vous réservons. Nous vous emmenons sur le front à Kherson. Là-bas, les médias de United 24 rapportent que les soldats russes doivent marcher plus de 10 km pour atteindre la ligne de front. Mais ce n'est pas seulement la traversée de zones mortelles infestées de drones qui pose problème aux forces de Poutine. Ces soldats doivent transporter des munitions et des fournitures à pied pour atteindre l'axe du Dnipro, où la bataille pour le territoire à Kherson fait rage. Ce défi logistique s'aggrave, car les forces ukrainiennes élargissent leur zone de tir pour couvrir davantage le territoire que les troupes russes doivent traverser. Cette révélation vient de Serhiy Saïev, qui est le porte-parole de la 34e brigade de marine séparée d'Ukraine. Notre contrôle est si fort que nous élargissons chaque jour notre zone de tir. Si vous regardez la carte, à Kostorozova et à Radensk, les forces russes ne peuvent plus s'y sentir en sécurité. Nous pouvons les atteindre partout, les trouver et les détruire. Nous avons l'initiative, a déclaré Serhiy, avant d'expliquer la situation actuelle des forces ukrainiennes sur le front. Les Russes ne peuvent plus accéder à leur position en véhicule. Ils doivent porter eux-mêmes munitions et provisions sur 10 à 11 km pour atteindre les positions d'infanterie ou d'artillerie. Ce que nous voyons ici est un contraste mortel. L'Ukraine remplace les soldats qui auraient effectué ce genre de trajet autrefois par des robots difficiles à repérer pendant leur déplacement et qui font désormais partie d'un réseau logistique modernisé qui permet à l'Ukraine de survivre. La Russie répond comme d'habitude en envoyant de la chair à canon. Ne pouvant rivaliser avec l'Ukraine dans le domaine des robots, elle envoie ses soldats chargés de munitions et de ravitaillement traverser les zones mortelles. Ces soldats, chargés de leur équipement, avancent lentement et deviennent des cibles faciles pour les drones ukrainiens. Dès qu'un soldat est repéré, tout est terminé. Ils meurent sous une frappe de drone ou fuient en abandonnant leur chargement pour survivre à l'attaque. La logistique russe de première ligne s'effondre. Et c'est l'échec de Poutine à investir dans le type de technologie que l'Ukraine utilise si bien qu'il explique. Les résultats au front parlent d'eux-mêmes. En juin, alors que l'Ukraine battait son record de robots terrestres, la Russie atteignait un triste record. 39 490 pertes au combat. L'Ukraine se rapproche de son objectif de 50 000 par mois, un niveau que Fedorov et Zelensky jugent tous deux suffisant à rendre la guerre lancée par Poutine intenable du point de vue du recrutement. La Russie ne trouve aucune solution à ses problèmes logistiques.
L'IGA précise que ce ne sont pas seulement les quelques kilomètres vers le front où les troupes de Poutine sont décimées avant d'acheminer fournitures et munitions là où il le faut. La logistique pour l'armée russe, à des profondeurs de 20 à 70 km, devient de plus en plus coûteuse et dangereuse pour la Russie, à mesure que l'Ukraine étend la portée de ses drones. On a vu qu'il était question d'un manque de véhicules à Kherson. La même chose se produit partout en Ukraine, déclare Ruslan Muzyczuk, qui est le porte-parole de la garde nationale d'Ukraine. Selon Muzyczuk, les convois de ravitaillement russes appartiennent désormais au passé. Le mieux que la Russie puisse faire étant généralement un seul véhicule, qui devient une cible évidente pour les drones ukrainiens. L'Ukraine a étendu ses frappes sur les dépôts russes de munitions et de carburant de 30 km pour accentuer ce problème. On en est maintenant à plus de 190 de ces cibles frappées chaque mois. Au-delà du front, dans la zone des 50 à 200 km, on observe la même destruction. L'Atlantic Council souligne qu'une autre innovation robotique de l'Ukraine, les drones de moyenne portée, rend presque impossible pour la Russie de maintenir un réseau logistique stable derrière le front. Ces drones attaquent des camions sur les routes logistiques, créées par la Russie dans les territoires occupés. Ils détruisent défenses aériennes, sites de lancement de drones et postes de commandement organisant les assauts russes sur le front. La Crimée a ressenti l'impact de ce chaos à l'arrière russe et fait maintenant face à une pénurie massive de carburant alors que l'Ukraine isole la péninsule. Mais les effets se ressentent dans toute l'Ukraine. C'est un blocus logistique à plusieurs niveaux. Le carburant et les fournitures sont détruits en masse à l'arrière russe. Tout ce qui parvient jusqu'à l'arrière immédiat est également pris pour cible, car les attaques contre les véhicules, les dépôts de carburant et les sites de stockage de munitions ont réduit la Russie à envoyer des véhicules individuellement, en supposant qu'elle ait encore des véhicules à envoyer tout court. À Kherson, il n'y a clairement aucun véhicule, il n'y a pas non plus de robots terrestres. Les soldats russes doivent se transformer en cibles lentes dans les zones de tir alors qu'ils tentent de transporter des munitions et des fournitures sur 10 km jusqu'à une ligne de front que la plupart de ces soldats ne verront jamais. Les drones ukrainiens s'occuperont d'eux, bien avant qu'ils ne puissent transporter leur cargaison, là où elle est nécessaire. La logistique russe semble archaïque face à l'utilisation très habile de robots terrestres par l'Ukraine en première ligne. Cela ne signifie pas que la Russie n'essaie pas d'imiter la révolution logistique des robots terrestres ukrainiens. Nous mentirions en disant le contraire. Comme l'a rapporté la Pravda en mai, la Russie a en fait reçu son premier système robotique terrestre, en 2024. Mais comme cela a souvent été le cas, la Russie n'a pas compris à quel point ces robots pouvaient être importants. Et même avec toutes ces ressources, elle n'a pas investi suffisamment dans les robots terrestres pour éviter des situations comme celle d'ordonner à des soldats lourdement chargés de marcher pendant 10 km dans des zones mortelles sous le feu ukrainien. Les chiffres montrent la différence entre la Russie et l'Ukraine concernant les robots terrestres. Pravda indique que la Russie possède près de 20 entreprises fabriquant 29 types de robots terrestres. 12 de ces entreprises sont sanctionnées par l'Occident, ce qui nuit à la Russie. En revanche, l'Ukraine a homologué 67 nouveaux types de robots terrestres, rien qu'au premier trimestre de 2026. C'est plus du double des types de robots développés par la Russie, et cela en seulement 3 mois. L'Ukraine investit aussi massivement dans le déploiement de davantage de robots terrestres sur le front. La première moitié de 2026 a déjà vu l'Ukraine commander environ 25 000 robots. C'est plus du double du nombre de robots achetés pendant toute l'année 2025 et l'Ukraine ne compte pas s'arrêter là. Le plan selon Zelensky est d'avoir produit environ 50 000 robots terrestres d'ici la fin de l'année. Ces robots, contrairement aux drones FPV, ne réalisent pas de mission kamikaze et ne sont donc pas à usage unique. L'Ukraine peut réutiliser ces robots jusqu'à leur destruction par la Russie. En augmentant sa production, l'Ukraine aura une armée de robots terrestres pour remplacer les soldats en première ligne. Quant à la Russie, elle aura ce que nous voyons à Kherson. Une logistique manuelle archaïque incapable de résister à la puissance des zones de destruction ukrainiennes. Prenons un peu de recul. Pourquoi le fait que l'Ukraine batte encore des records dans le déploiement de robots terrestres est-il vraiment important ? Nous avons évoqué le remplacement de la main-d'œuvre, qui est l'avantage principal. Chaque robot terrestre sur le front sauve la vie d'un soldat qui aurait dû accomplir une mission logistique sans lui. Dans l'équation de la guerre, cela revient à utiliser une ressource pour en sauver une bien plus précieuse. Mais quand on parle de calcul, il faut aussi parler du coût. Selon RBC Ukraine, les robots terrestres que l'Ukraine construit coûtent généralement entre 2 000 et 40 000 $.
C'est une somme dérisoire dans la guerre moderne, surtout pour des plateformes capables de tout faire, du transport de matériel et de l'évacuation de soldats à la pose de mines, au lancement de drones FPV, et même à mener leur propre mission de frappe. On peut aussi faire un calcul rapide pour voir que l'Ukraine dépensera entre 100 millions de dollars et 2 milliards de dollars pour des robots terrestres en 2026. Mais quand ces robots remplissent tant de missions et sauvent des vies, un investissement de plus d'1 milliard de dollars prend alors tout son sens. C'est particulièrement vrai quand on voit comment les robots terrestres redéfinissent une ligne de front que la Russie tente de dominer en y jetant de la chair à canon et du matériel. La Russie en manque actuellement, rendant la transition de l'Ukraine vers la robotique terrestre d'autant plus cruciale. Zelensky a déjà qualifié cette technologie de prochaine grande étape pour sauver la vie des soldats, et ce qu'il veut dire par là est simple. L'Ukraine connaît une crise de main-d'œuvre, et ces robots aident à la résoudre. Après plus de 4 ans de guerre, l'Ukraine a du mal à recruter. Selon le Long War Journal, l'insoumission et les cas de soldats absents sans permission augmentent. L'Ukraine essaie de résoudre ces problèmes. Des réformes contractuelles ont été introduites, proposant 3 types de contrats militaires, allant de 10 à 24 mois selon le rôle que jouera la nouvelle recrue. Et la solde des troupes d'infanterie d'assaut a été portée à environ 6 700 $ par mois, soit environ 10 fois le salaire mensuel moyen en Ukraine. Un nouveau système de sursis protège aussi les soldats d'une mobilisation future après leur contrat. Cependant, l'Ukraine manque encore de main-d'œuvre. Résoudre ces défis est peut-être le rôle clé que joueront les robots terrestres, à mesure que la guerre se prolongera en 2026 et au-delà. Le moins cher de ces robots coûte moins du tiers du salaire mensuel d'un soldat d'assaut. L'Ukraine aurait tort de ne pas investir. Grâce à ces robots, de nombreux soldats peuvent rester à l'arrière, en sécurité, en les contrôlant à distance. Moins de risques pour le soldat, une meilleure logistique pour l'Ukraine. C'est finalement pour cette raison que l'industrie des robots terrestres en Ukraine a explosé en 2025, connaissant une croissance de 488% par rapport à l'année précédente. Et cette croissance s'est manifestement poursuivie. L'infanterie ne disparaît pas. L'infanterie est toujours nécessaire quand l'Ukraine veut reprendre du territoire. C'est le cas même lorsque nous ajoutons des drones aériens et des robots terrestres. Cette nouvelle génération de machines facilite grandement le travail de l'infanterie. Les robots ravitaillent les troupes et évacuent les blessés, pendant que les drones visent les soldats russes retranchés. Ce processus, autrefois manuel avec des coursiers chargés de la logistique et des soldats allant de bâtiment en bâtiment ou de tranchée en tranchée, a été optimisé pour limiter les risques. Si l'Ukraine résout les problèmes de communication et de transmission, les robots terrestres deviendront encore plus essentiels. Les réseaux maillés sont proposés comme solution, et ils pourraient changer la donne. Même sans ces avancées, les robots terrestres ukrainiens sont déjà révolutionnaires. L'armée de robots ukrainienne a encore battu un record de mission en juin. Cela fait 6 mois de record battu sur 6. Et on parie que juillet sera un autre mois record. Et puis août, et vous voyez le tableau. La révolution des robots se déroule actuellement en Ukraine. La Russie n'arrive pas à suivre. Ses soldats vont à la mort, pendant que les robots ukrainiens s'apprêtent à contribuer à la victoire de l'Ukraine. L'innovation est au cœur de tout ce que fait l'Ukraine. Parfois, l'Ukraine invente des armes improbables qu'elle transforme en machines à tuer. Vladimir Poutine est déterminé à ramener l'ère soviétique en Russie. Et il semble qu'il se fiche de la manière dont il y parvient. L'invasion de l'Ukraine devait être le point de départ, mais 4 ans et demi de combat ont stoppé les plans de Poutine. Alors Poutine a changé de stratégie. S'il ne peut pas restaurer l'empire de l'ancienne Union soviétique, il offrira autre chose, la pauvreté de l'ère soviétique. Là on est ironique, mais c'est à cause de Poutine que la Russie meurt de faim. Une crise bancaire sans précédent sous l'ère Poutine se profile, alors que les faillites explosent et qu'un système créé par le Kremlin s'effondre. Les banques russes sont au bord de la destruction. Il ne faudrait plus qu'une petite secousse pour précipiter la Russie dans la ruine économique. Une note européenne ayant fuité révèle l'ampleur des problèmes du système bancaire russe. Selon Reuters, qui a pu consulter les documents, et l'International Business Times, les renseignements révèlent qu'une crise bancaire explosive est à peine contenue en Russie, puisque plus de 500 000 personnes se sont déclarées en faillite en 2025. Les banques russes font face à une hausse des mauvais prêts, rendus possibles par Vladimir Poutine et le Kremlin, qui encouragent l'octroi de prêts et soutiennent les banques pour tenter de maintenir l'économie de guerre en fonctionnement.
Selon le rapport, la part des prêts aux entreprises probablement irrécouvrables par les banques russes atteint désormais 10%, signe d'une réelle crise. Ce n'est pas un simple soubresaut, mais une catastrophe pour les banques russes. Tout cela arrive parce que Poutine et ses acolytes du Kremlin, si incompétents, ont créé les conditions idéales pour l'effondrement de ce dont la Russie a le plus besoin pour survivre. Dans son rapport du 6 juillet sur la crise financière imminente en Russie, le Télégraphe révèle que le Kremlin a provoqué cette situation en forçant les banques à abandonner leur contrôle de crédit habituel pour accorder des prêts. Et même les prêts eux-mêmes n'étaient pas exempts de l'influence du Kremlin. Beaucoup sont subventionnés par Poutine, pour donner l'impression que l'économie russe est plus saine qu'elle ne l'est réellement. Ces prêts sont destinés aux entreprises de défense, qui tentent de produire assez d'armes pour suivre les pertes russes en Ukraine, et aux acheteurs immobiliers confrontés à une hausse des prix allant jusqu'à 14% en 2025. Des prêts douteux à taux très élevés, garantis par le Kremlin, ont été accordés et l'inévitable arrive. Les citoyens et les entreprises russes ne peuvent pas se permettre de rembourser leurs prêts. Les banques russes ont désormais des créances irrécouvrables, et le Kremlin a de moins en moins de solutions pour dissimuler la situation. Il a déjà tout essayé. Les programmes de crédit public ne fonctionnent plus. Les mécanismes de restructuration des prêts que la Russie a essayé d'utiliser pour dissimuler ses dettes sont en train de s'effondrer. Même la pression exercée sur la Banque centrale de la Russie pour baisser les taux d'intérêt ne suffit pas. Ces taux ont atteint 20% à la mi-2025 en baisse, par rapport au sommet de la décennie de 21%. Et bien que ces taux aient été réduits à 14,25% aujourd'hui, cela reste un taux ridiculement élevé, qui rend de nombreux prêts approuvés par les banques russes inabordables. C'est donc la crise pour l'économie russe. Voici la conséquence de Poutine utilisant les banques russes comme tampon pour ses dépenses de guerre, selon l'International Business Times. Les banques étaient censées pouvoir résister au choc financier de la guerre, selon l'hypothèse du Kremlin que la défense de l'Ukraine s'effondrerait. Mais cette défense tient toujours bon. Après 4 ans et demi de guerre, la Russie occupe encore seulement environ 20% de l'Ukraine. Et la majeure partie de cela a été réalisée lors de la campagne initiale d'agression, en 2014 et pendant les premiers mois de l'invasion de 2022. Les progrès restent lents, la Russie ayant investi des milliards dans une guerre qu'elle ne remporte pas. Les banques russes paient aujourd'hui le prix des suppositions massivement erronées du Kremlin. Certaines banques russes signalent que jusqu'à 15% de leurs prêts à la consommation sont maintenant non performants. Particuliers et entreprises, piliers du système, s'effondrent, piégeant la Russie dans une boucle bancaire catastrophique. Chaque échec accroît la dette, provoque des restructurations et davantage d'interventions de l'État, pour permettre au Kremlin de faire comme si tout allait bien. La boucle se transforme en spirale, menant à l'unique issue pour stopper l'invasion russe de l'Ukraine, l'effondrement de l'économie russe. On adore le dire, Poutine. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu de nombreux signes avant-coureurs que ton petit plan soutenu par l'État était sur le point de s'effondrer. Abordons le problème des prêts non performants. Dès juillet 2025, Bloomberg signalait que des dirigeants bancaires russes avaient examiné leur portefeuille de prêts et constaté des problèmes. La qualité de ces portefeuilles était bien pire que ce que les chiffres officiels prétendaient, ont découvert ces dirigeants. Et cela a déclenché des discussions privées sur la possibilité d'un sauvetage soutenu par l'État si les nombreux prêts non performants que ces banques avaient dans leur portefeuille commençaient à causer plus de problèmes. Un tel sauvetage est improbable aujourd'hui, car les problèmes économiques russes sont si graves que l'argent manque. Mais nous y reviendrons. En juillet 2025, la version officielle russe était que le système bancaire du pays était en bonne santé. Certes, il y avait de mauvais prêts, mais toutes les banques y font face. Le Kremlin répétait globalement les mêmes discours sur un secteur bancaire russe qui tournait plutôt bien. Mais en privé, au moins 3 des principaux prêteurs russes parlaient déjà de la possibilité qu'ils pourraient devoir être recapitalisés dans les 12 prochains mois. Presque 12 mois jour pour jour plus tard, nous avons maintenant le rapport des services de renseignement européens qui nous montre que chacune de ces inquiétudes était justifiée. Dès début 2026, nous avons observé davantage de signes. Le 5 février, le Moscow Times l'a rapporté. La Credit Bank of Moscow, 7e plus grand prêteur de Russie, entretient des liens étroits avec le géant pétrolier russe, Rosneft. La Credit Bank of Moscow a déclaré une perte nette de 117 millions de dollars au 4e trimestre 2025, bien que la banque soit restée globalement rentable sur l'année.
Elle a également vu son bénéfice net annuel total diminuer d'un tiers par rapport à 2024. Cette perte est survenue alors que les banques publiques ont reçu un total de 13,3 milliards de dollars du Fonds national de richesse de la Russie, ce qui avait été qualifié à l'époque de recapitalisation d'urgence. Les fissures commençaient à apparaître, et ce n'est qu'un jour plus tard que Euromaidan Press a révélé toute l'ampleur de la déliquescence du système bancaire russe. Elle a cité un rapport du service de renseignement extérieur ukrainien, selon lequel les prêts non performants en Russie atteignent 11% de l'ensemble des prêts, dépassant le seuil de 10% pour une crise bancaire systémique. Le même rapport a révélé que les bénéfices des banques à travers la Russie avaient diminué de 8% en 2025 et que le rendement des dépenses en capital était tombé à 18%. Les mêmes accusations du récent rapport européen ont de nouveau été formulées. Restructuration, renflouement, mensonge, une dissimulation massive du Kremlin concernant un système bancaire qui était à genoux. Les actifs toxiques avaient percé la coque du navire bancaire russe et la situation allait empirer dès février. Les plus de 500 000 faillites, selon le dernier rapport des services de renseignement, sont la conséquence naturelle de tous ces problèmes. Mais encore une fois, quiconque avait prêté attention aurait vu que les défauts de paiement de la Russie commençaient déjà à prendre une tournure très inquiétante. Le 9 mai, l'article paru dans Fortune a tout révélé. Alors que le produit intérieur brut, ou PIB, de la Russie a diminué de 0,5% d'une année sur l'autre au premier trimestre 2026, ce qui signale probablement le début d'une récession, les entreprises russes commençaient à ne plus honorer leurs paiements. En 2024, il y a eu 11 défauts techniques en Russie. En 2026, le même nombre a été atteint en seulement 3 mois. Le volume de dette à renouveler par les banques était 2 fois supérieur en 2026 par rapport à l'année précédente, et les entreprises russes subissaient la pression inflationniste due à l'opération Fureur épique en Iran. Ces entreprises pensaient que la pression avait disparu, mais elle pourrait revenir, car le 8 juillet, le président Donald Trump a annoncé la fin du cessez-le-feu avec l'Iran et la reprise des frappes. Les difficultés se sont accumulées pour le secteur des entreprises en Russie, comme pour le secteur résidentiel. En juin, RBC Ukraine a rapporté que les entreprises russes avaient accumulé plus de 117,5 milliards de dollars de dettes et que le nombre de paiements problématiques avait atteint 6,7 à la fin février. La Nouvelle Voix de l'Ukraine a également rapporté que les entreprises technologiques russes s'enfoncent davantage dans la dette, puisque les plus grandes sociétés de ce secteur ont vu leurs obligations augmenter de 53 en 2025, atteignant 27,1 milliards de dollars. La mèche était allumée bien avant le rapport explosif des renseignements européens. Maintenant, la dynamite à laquelle la mèche était attachée est sur le point d'entrer en contact avec la flamme. Quand cela arrivera, le secteur bancaire russe explosera, et ce sera la faute du Kremlin. Et le peuple russe le sait. Ils constatent la situation, et ont agi, preuve de leur baisse de confiance dans les banques russes. Mais avant de révéler ce que c'est, voici l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton et activer les notifications, afin de voir plus de contenu de notre chaîne. Les citoyens russes, qui seront les plus durement touchés par l'effondrement du secteur bancaire russe, essaient de retirer autant d'argent que possible de leur banque. Le 8 juin, United 24 Medi a rapporté que les Russes ordinaires avaient retiré en espèces la somme stupéfiante de 13 milliards de dollars du système bancaire au cours du mois de mai précédent, ce qui représente le plus grand volume de retrait enregistré en mai depuis 3 décennies. Cela fait suite au retrait par les Russes de 3,8 milliards de dollars des banques en mars, puis de 8,5 milliards de dollars supplémentaires en avril. Avril. Nous n'avons pas encore de chiffres pour le mois de juin, mais il ne serait pas surprenant de voir encore plusieurs milliards être retirés des banques, alors que les Russes prennent rapidement conscience que tout le système est en crise. Mieux vaut garder son argent que le laisser à la banque, qui pourrait s'effondrer sans prévenir si la bulle du Kremlin éclate. Le service de renseignement extérieur de l'Ukraine indique qu'au premier semestre 2026, la circulation de liquidités en Russie a augmenté de 17,2 milliards de dollars, le deuxième plus haut niveau jamais enregistré. Quand le plus grand retrait a-t-il eu lieu? Pendant l'année de panique, 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé, et que les Russes ont retiré 18,6 milliards de dollars des banques, il est clair que la confiance dans le système bancaire russe a disparu. Les gens retirent beaucoup d'argent, craignant qu'ils ne disparaissent s'ils ne le font pas. Ils ne font plus confiance aux paiements sans contact, car les restrictions Internet de Poutine pourraient empêcher les Russes d'utiliser ce service pendant des heures ou des jours. Chaque retrait
réduit la liquidité d'une banque, ce dont le secteur bancaire russe n'a pas besoin, alors qu'il fait face à de nombreuses créances douteuses. N'est-ce pas satisfaisant de voir le Kremlin subir les conséquences de ses actes? Il a provoqué cette crise il y a des années, et ses effets néfastes apparaissent enfin. Les autorités russes ont goûté à ce fruit pourri, souri malgré la douleur et fait comme si tout était normal. Les sanctions jouent un rôle majeur dans ce qu'on voit en ce moment, mais selon le directeur financier de Sberbank, la plus grande banque russe, elles ne posent aucun problème. Toutes les grandes banques sont déjà sanctionnées. Et lors de leur introduction en 2022, il y a eu du stress, a déclaré Tara Skvortsov à Reuters. Elle ajoute « D'ici 2026, tout le monde s'y sera tellement habitué que beaucoup de clients des banques sanctionnées ne sauront même pas qu'il y a des sanctions. » La réaction typiquement russe. Se voiler la face et mentir au peuple en espérant pouvoir faire comme dans Shaun of the Dead et attendre que tout passe. Mais l'apocalypse arrive. La crise bancaire est bien réelle. Même si les banquiers tentent de rassurer, on observe des actions en coulisses, montrant que le Kremlin essaie tant bien que mal de maîtriser la situation qu'il a provoquée. Mais sa maîtrise reste très limitée. Plutôt que de s'engager dans la solution difficile de, vous savez, essayer réellement de faire quelque chose à ce sujet, la Banque centrale de Russie n'a absolument rien dit sur ce qui se passe. Contrairement à 2025, lorsque la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, avait assuré aux Russes qu'il n'était pas nécessaire de recapitaliser les principales banques du pays, alors que la Russie faisait face à un problème similaire. La Russie a ensuite discrètement recapitalisé ses prêteurs. Si je devais deviner, je dirais qu'il est probable que la grande solution de la Russie en 2026 sera d'injecter encore plus d'argent dans les banques en espérant qu'elles ne fassent pas faillite, plutôt que de démêler le chaos des prêts bancaires d'État que le Kremlin oblige les banques à approuver, ce qui a créé cette situation à l'origine. En effet, Vladislav Inozemtsev, qui est chercheur associé au programme Russie et Eurasie du groupe de réflexion Chatham House, fait remarquer un point intéressant. Une grande partie de cette dette des banques russes est concentrée dans un secteur précis de son économie, et le Kremlin interviendra inévitablement avec des liquidités. Ces dettes seront sûrement remboursées par l'État, où le gouvernement poursuivra le paiement des intérêts pour éviter des difficultés aux banques. Même si certains prêts ne sont pas remboursés, la Banque centrale fournira aux banques la liquidité nécessaire, explique l'analyste, précisant que plus de la moitié de la dette d'entreprise figurant dans les comptes des banques russes concerne des prêts à des sociétés de défense. La Russie prévoit de dépenser pour sortir de la crise bancaire, mais il y a un problème. Cette solution aurait peut-être marché il y a quelques années, quand l'économie russe paraissait solide. Les sanctions pétrolières s'étaient mieux contournées, et la défense restait rentable. Nous sommes en 2026, et les sanctions n'ont jamais été aussi fortes. Les drones ukrainiens détruisent les raffineries et les installations russes, coûtant au Kremlin des milliards de dollars chaque mois. Ce secteur de la défense semble désormais moins solide. Sinon, il n'aurait pas besoin que le Kremlin le sauve des prêts bancaires risqués. La Russie approche de la phase finale sur le plan économique et manque rapidement d'argent pour sauver ses banques. Nous avons évoqué le Fonds national de richesse de la Russie et la façon dont il a déjà été utilisé pour renflouer les banques. Selon l'Institut de Kiev en Ukraine, les actifs détenus dans ce fonds sont passés de 6,5% du PIB de la Russie à 1,8% en avril 2026. Le premier trimestre de 2026 a vu les revenus pétroliers et gaziers de la Russie chuter de 45% sur un an, souligne le même institut, ce qui signifie beaucoup moins d'argent à taxer pour le Kremlin. Le financement hors budget, les prêts bancaires douteux et la croissance rapide du crédit sous contrôle du Kremlin créent un bourbier économique qui empêchera la Russie de disposer des fonds nécessaires pour soutenir ses banques et financer l'invasion en Ukraine. Rappelez-vous, l'économie russe va très mal actuellement. Le propre ministère du développement économique du pays a déjà réduit sa prévision de croissance du PIB pour 2026, la faisant passer de 1,3% à 0,4%. Et même cela semble ambitieux, étant donné que le premier trimestre de 2026 a enregistré une baisse du PIB. La Russie a également un énorme déficit budgétaire en ce moment. Le 10 juin, le Moscow Times a rapporté que ce déficit avait atteint 83,5 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois de 2026, ce qui représente déjà 60% de plus que l'objectif annuel fixé par le Kremlin. Pour résumer, c'est simple. Moins d'argent entre en Russie, alors que les dépenses liées à la guerre insensée de Poutine augmentent. Où le Kremlin trouvera-t-il l'argent nécessaire pour continuer à renflouer les banques ? Nul ne semble avoir de réponse, et une occasion d'accentuer la pression sur la Russie se présente. Nous avons évoqué le rôle des sanctions dans la crise bancaire en Russie.
Ces sanctions compliquent l'accès des entreprises russes aux ressources nécessaires, réduisant ventes, revenus et rendant difficile le remboursement de leurs dettes bancaires. D'autres sanctions arrivent. À l'heure où nous parlons, l'Union européenne prépare son 21e paquet de sanctions contre la Russie. Entre le 8 et le 10 juillet, ce paquet sera discuté lors des réunions du comité des représentants permanents, rapporte Pravda. Et même s'il est possible que le paquet soit reporté à l'automne, surtout si aucun accord n'est trouvé lors des discussions de juillet, la réalité est qu'il arrive. En outre, des discussions sur le plafonnement du prix du pétrole russe, traitées séparément des sanctions, pourraient aggraver les difficultés économiques. Lentement mais sûrement, la pression monte sur l'économie russe. Le Kremlin peut tenter des plans de sauvetage et dépenser des fonds qui s'épuisent rapidement pour faire croire que son secteur bancaire n'est pas en ruine. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les créances douteuses et les faillites augmentent, et le Kremlin ne pourra retarder l'inévitable que temporairement avant l'effondrement. Le secteur bancaire russe est en crise. On pourrait en dire autant de toute l'économie du pays. Au-delà de la crise bancaire, le PIB s'effondre, la pénurie de main-d'œuvre est massive et de nombreuses entreprises nationales ferment en masse. L'OTAN a déjà provoqué une onde de choc en Russie en juillet. Des milliards de dollars d'aide militaire ont été promis à l'Ukraine, tout comme la reconnaissance de l'Ukraine en tant que partenaire clé de sécurité au sein de l'OTAN. Mais l'OTAN n'en a pas fini. Elle se prépare à lancer quelque chose de nouveau contre la Russie, quelque chose d'inhumain. Tout cela vise à isoler la Russie alors qu'une armée non humaine se forme à sa frontière. Et tout cela repose sur une technologie que la Russie est encore loin de maîtriser, l'intelligence artificielle. De nouveaux documents consultés par Business Insider révèlent tout. Dans un rapport du 8 juillet, le média a indiqué qu'un changement radical est en cours de préparation sur le flanc et de l'OTAN face à la Russie. Un nouveau rideau de fer, adapté au XXIe siècle, verra l'OTAN tirer parti de l'énorme avance qu'elle possède sur la Russie en matière d'IA. La frontière sera protégée par un immense réseau de frappe alimenté par l'IA, conçu dans un seul but, combattre les hommes et le matériel avec des machines, bien avant que des soldats de l'OTAN n'aient à risquer leur vie sur le champ de bataille. Clairement inspiré par l'Ukraine et son approche folle et innovante pour combattre l'invasion de Poutine. L'OTAN prévoit à la fois de compléter et de dépasser les troupes, les chars et les avions de chasse qui composent habituellement ses défenses frontalières. Déclencher quelque chose d'inattendu pour Poutine, auquel la Russie ne peut vraiment répondre. Le projet porte même un nom, l'initiative de dissuasion du flanc Est, ou FD. Le nom existait déjà, mais nous connaissions peu la FD jusqu'ici. Les informations disponibles vinrent à vagues, comme si les alliés de l'OTAN voulaient en dire le moins possible. Par exemple, le site de l'US Army Europe and Africa décrit la FD comme une initiative visant à vaincre la masse et l'élan de l'adversaire grâce à des systèmes sans équipage peu coûteux et consommables, un ciblage assisté par l'IA et des défenses en couche. Cela nous donne les bases, certes, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur ce que sera réellement le rideau de fer du XXIe siècle. L'Alliance pour la défense contre les missiles en a dit un peu plus, en précisant que l'idée est de tirer parti de l'IA pour la prise de décision et de s'assurer que tout mouvement sur le flanc Est, peu importe ce qui se déplace, puisse être détecté et qu'on puisse y réagir. Mais maintenant, nous en savons plus. Business Insider affirme que le plan inhumain de l'OTAN est de créer un immense champ de bataille numérique. Un réseau de capteurs, de drones, de satellites et de l'intelligence artificielle qui fait la une, qui fonctionneront tous ensemble. Pour suivre les mouvements de la Russie le long du flanc et de l'OTAN. Et lorsque ces mouvements visent à tenter de pénétrer ce flanc, garantir qu'une réaction ait lieu pour empêcher la Russie de s'enfoncer profondément sur le territoire de l'OTAN. Il s'agit d'isoler la Russie tout en protégeant la vie des soldats de l'OTAN. Si vous vous demandez pourquoi l'OTAN crée ce réseau de frappe alimenté par l'IA, les documents de Business Insider répondent à ces questions. La Russie est mentionnée nommément. Tout cela vise à empêcher Poutine d'étendre sa tentative de faire de la Russie une menace pour l'Europe. Le réseau de frappe de l'OTAN s'appuiera sur d'autres programmes du front Est, comme l'initiative Sentinelle de l'Est. Cela a renforcé les 9 groupes de combat multinationaux de l'OTAN sur le flanc Est. Le renforcement des défenses aériennes et l'intensification des programmes de police aérienne. FD ajoute une nouvelle couche d'intelligence artificielle. Une fois en place, l'OTAN utilisera des capteurs pour automatiser la détection des mouvements russes et les réponses à ces mouvements, rapporte Business Insider. Les réactions à toute tentative de la Russie proviendront de drones d'attaque automatisés qui cibleront tout ce qui essaie de franchir la frontière de l'OTAN.
ainsi que d'autres armes comme des tourelles de mitrailleuses télécommandées installées au point d'invasion probable, qui décimeront l'infanterie russe. L'OTAN appelle cela la dissuasion par déni. Bien que nous ignorions les systèmes précis que l'OTAN compte utiliser, Business Insider indique que Palantir serait sans doute impliqué dans la création du FD, tout comme d'autres grands groupes de défense occidentaux. Comme le dit le major Matt Bluebow, porte-parole de l'armée américaine en Europe et en Afrique, le FD ne remplace pas les chars, l'artillerie, les avions de chasse ou les soldats. Il aide à préserver leur puissance de combat et offre aux commandants plus de temps et un avantage décisionnel. Autrement dit, piéger la Russie en utilisant d'abord des systèmes alimentés par l'IA, puis déchaîner dans un second temps toute la puissance de l'OTAN. Le kill web, qui est le terme précis utilisé dans les documents de l'OTAN que Business Insider a consulté, s'étendra largement. Il sera actif de la Finlande à la Roumanie, couvrant la Baltique, la région nordique et la majeure partie de l'Europe centrale. Des dizaines et des dizaines de nœuds dotés de mécanismes de secours seront répartis sur toute la ligne de front. En cas de panne d'un nœud, d'autres prendront aussitôt le relais. C'est un cauchemar pour l'armée de hackers russes. Ils ne peuvent pas éliminer un ou deux nœuds pour créer une faiblesse. Ils devraient désactiver tout le FD, ce qui n'arrivera pas. C'est encore plus vrai quand on se rend compte que ces nœuds ne sont pas que des capteurs au sol et quelques caméras. Des radars entreront aussi en jeu. Des drones de reconnaissance automatisés circuleront en continu. Même les satellites en orbite surveilleront le flanc est. Quelle que soit l'approche de la Russie pour envahir, des nœuds seront en place pour détecter toute tentative d'invasion et recueilleront continuellement des informations. Toutes ces informations convergeront vers un écosystème numérique partagé, semblable au système Delta utilisé efficacement par l'Ukraine contre la Russie. Ce système montre déjà le potentiel de la FD à une échelle plus réduite. Entièrement numérisé, utilisant l'IA pour accélérer les décisions et garantir aux soldats ukrainiens en première ligne une vue en temps réel du champ de bataille. Ce système est crucial pour permettre à l'Ukraine de détecter des cibles, d'informer les unités concernées et de les détruire. La FD fera de même. Nous avons déjà dit que Palantir est crucial pour la FD. Business Insider indique que le système intelligent Maven sera au cœur du nouveau kill web de l'OTAN et en sera le cerveau IA. Le Pentagone a présenté ce système en mai, et son fonctionnement paraît très simple. Une fois qu'une cible est détectée, quelques clics de souris suffisent pour passer de l'identification de la cible à la création d'un plan d'action, puis à l'exécution de ce plan, le tout dans un seul et même système. Autrefois, ce processus prenait des heures. Aujourd'hui, cela peut se faire en quelques minutes, et si le FD atteint son potentiel, il sera appuyé par des drones automatisés et d'autres armes capables de passer instantanément à l'attaque. RTX, Saab, Lockheed Martin et Rheinmetall d'Allemagne vont apparemment tous participer au nouveau kill web, tout comme Perennial Autonomy, qui a développé l'intercepteur de drones Mirops alimenté par l'IA, lequel fera partie intégrante du FD. Nous assistons à un changement radical dans la dissuasion de l'OTAN sur le flanc Est. Il ne s'agit plus de montrer sa force pour empêcher la Russie d'envahir. Il s'agit de réagir, avant même que les forces russes n'aient le temps de réagir, et cette capacité est plus nécessaire que jamais. Pourquoi ? Nous l'expliquerons bientôt, mais d'abord, voici l'émission militaire. Si vous trouvez notre chaîne utile, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être sûr de nous retrouver dans votre fil d'actualité. C'est pourquoi le FD est si important. Nous avons discuté d'une réponse immédiate à une invasion russe par le flanc est de l'OTAN. La Russie a deux avantages dans ce domaine, la masse et l'élan. Aussi efficace que l'Ukraine ait été contre l'armée russe, une Russie pleinement mobilisée reste une grande menace. Des centaines de milliers de soldats pourraient être chargés de lancer une invasion du territoire de l'OTAN, et ces soldats pourraient avancer rapidement s'ils ne sont pas arrêtés. L'OTAN dispose bien sûr de défenses frontalières existantes, mais la masse considérable impliquée dans une invasion russe à grande échelle submergerait rapidement ces défenses, si Poutine s'engage pleinement. Et c'est ce à quoi l'OTAN se prépare ici, au pire des scénarios. Nous avons mentionné plus tôt le principe de dissuasion par déni. Ce principe représente une transformation complète de la manière dont l'OTAN aborde la menace que représente la Russie. Pendant des décennies, l'OTAN a misé sur la dissuasion par punition. En bref, l'idée était que toute action entreprise par la Russie entraînerait une punition directe, une sorte de tape sur les doigts, comme un avertissement à la Russie pour lui signifier qu'elle ne devrait pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Cela minimise peut-être le concept. L'objectif était de prouver à la Russie que quoi qu'elle fasse,
l'OTAN pouvait faire mieux en retour. Cela comprend les armes nucléaires. Si la Russie en utilise une, l'OTAN dispose de nombreuses armes prêtes à servir pour la punir et la faire renoncer. Cette méthode a marché pendant la plupart de l'histoire de l'OTAN. Même si de nombreuses tensions ont existé entre l'OTAN et la Russie, surtout pendant la période de la guerre froide, la Russie s'est abstenue de lancer une invasion totale du territoire d'un membre de l'OTAN, précisément parce qu'elle savait qu'une punition suivrait. Mais depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, cette approche basée sur la riposte a été remise en question. Poutine est un fou. Il l'a montré par le nombre impressionnant de sacrifices qu'il a été prêt à faire pour poursuivre son invasion de l'Ukraine, surtout lorsqu'il s'agit du sang du peuple russe. Et l'OTAN observe de très près ses prochaines actions. Le flanc a déjà été défendu. Les chars, les avions de chasse et les troupes que nous avons déjà mentionnées jouent un rôle précis. Tout territoire que la Russie pourrait prendre lors d'une invasion serait repris, surtout une fois que l'OTAN aurait déployé sa logistique et amené plus de troupes et d'équipements sur le front, repoussant finalement la Russie pour permettre la libération. Bien sûr, cette approche pose deux problèmes. Cela implique d'engager la Russie directement, avec des pertes humaines et matérielles. Si Poutine nous a montré une chose en Ukraine, c'est qu'il est prêt à sacrifier la vie de ses soldats et à accepter des pertes d'équipement de plusieurs milliards de dollars juste pour revendiquer de petits morceaux de territoire. Ensuite, cette approche suppose de traiter avec un dirigeant sans volonté de façonner le monde selon sa vision. En résumé, un président russe qui fanfaronne beaucoup mais ne fait pas grand-chose quand il s'agit de menacer les frontières de l'OTAN. Ce n'est pas le cas de Poutine. Du moins, pas depuis l'invasion de l'Ukraine. Et c'est la principale raison pour laquelle le FDS est nécessaire. La Russie mène déjà une guerre transfrontalière, bien que non conventionnelle, ce qui met fortement sous pression la défense traditionnelle des frontières de l'OTAN. Ce ne sont pas seulement les avertissements de Poutine, même s'ils comptent. En octobre 2025, Poutine affirmait que les renforcements militaires européens obligeraient la Russie à agir, tout en feignant d'ignorer que ces renforcements ont lieu à cause de ce que la Russie a fait en Ukraine. Poutine mène aussi une campagne pour affaiblir l'OTAN de l'intérieur, notamment en tentant de manipuler l'administration Trump pour qu'elle voie l'OTAN comme un parasite dépendant uniquement des États-Unis. Il faut aussi considérer les rapports de juillet, montrant que les renseignements américains ont averti la Pologne que la Russie prépare très bientôt quelque chose d'important sur son territoire. Poutine fait beaucoup de bruit, mais ce n'est pas surprenant. Le problème, c'est que ce bruit est accompagné d'activités liées à la frontière. La Russie construit des infrastructures à ses frontières, avec les pays baltes et nordiques. Cette infrastructure pourrait à terme permettre à la Russie de positionner jusqu'à 115 000 soldats sur le flanc, et de l'OTAN, a rapporté Militarny en juin, ce qui alimente la masse et l'élan dont nous avons parlé. En plus de ce renforcement, la Russie a plusieurs fois violé le territoire de l'OTAN pendant la guerre en Ukraine. Des drones ont pénétré en Pologne et Roumanie, et des avions de chasse russes ont violé l'espace aérien estonien. Des navires espions et sous-marins russes rôdent dans les eaux de l'OTAN. Rien qu'en avril, la Royal Navy britannique a révélé qu'elle avait détecté un sous-marin russe opérant dans les eaux britanniques et autour de celles-ci, et qu'elle avait dû déployer des navires et des avions pour envoyer un message à Poutine, indiquant que ce genre de choses ne serait pas toléré. Rien de tout cela n'est un hasard. Poutine repousse les limites de la dissuasion par la punition, constatant qu'il n'y a finalement pas vraiment de sanctions. En dehors des condamnations, on ne voit pas de drones abattus, ni de navires de guerre russes coulés lorsqu'ils violent les eaux de l'OTAN. Tout cela renforce la confiance de Poutine, ce que l'OTAN ne devrait surtout pas faire alors que le dirigeant russe est clairement sur une trajectoire de guerre risquant de dépasser l'Ukraine. D'où la nouvelle doctrine de l'OTAN, la dissuasion non humaine conçue pour faire plus que simplement réagir après coup. Avec le FD, l'OTAN pourra stopper toute tentative future de la Russie, en stoppant une invasion en la bloquant, et en donnant à l'OTAN le temps nécessaire pour acheminer des soldats et des fournitures vers le front de l'Est afin de repousser cette invasion, bien avant qu'elle ne permette à la Russie de s'emparer d'importantes portions de territoire. Du moins, c'est la théorie. Le FD réinvente les défenses frontalières de l'OTAN, car l'OTAN tire de nombreuses leçons de la guerre en Ukraine, notamment que les machines combattent d'abord, et les humains n'interviennent qu'en dernier recours. L'Ukraine maîtrise désormais cette approche. Ces drones vont des FPV qui patrouillant les zones létales aux drones de frappe moyenne et longue portée, qui pulvérisent la logistique russe, la production d'énergie et les sites militaires, sont la principale raison pour laquelle l'Ukraine a non seulement survécu à l'invasion russe, mais a aussi infligé tant de dégâts à l'armée de Poutine.
Les robots terrestres ukrainiens réalisent plus de missions logistiques et d'évacuation qu'avant, avec plus de 16 600 missions en juin. Les drones sont responsables de l'écrasante majorité des pertes infligées par l'Ukraine. Près de 80% des frappes ukrainiennes contre la Russie sont aujourd'hui réalisées par des drones, un chiffre en hausse constante. L'OTAN voit la valeur de cette approche. Elle constate également que la guerre en Ukraine offre un aperçu précieux de ce à quoi ressemblera le champ de bataille dans un avenir très proche, tant en ce qui concerne l'utilisation de la robotique et des drones que l'importance de l'IA dans la guerre moderne. La BBC a suggéré en mai que l'avenir verrait des robots s'affronter entre eux. Cela signifie que les soldats seront à l'arrière d'une armée de robots. Dans une guerre entre la Russie et l'OTAN, il ne s'agira pas de la masse de troupes que la Russie peut déployer, du moins pas idéalement. La masse robotique déployée par chaque camp déterminera l'avantage, rendant la victoire plus probable pour celui qui dominera ce domaine. Concernant l'IA, on tire plus de leçons d'Ukraine que dans le FD. Nous avons indiqué que le FD utilisera des drones intercepteurs pilotés par l'IA pour neutraliser les drones d'attaque russes. L'Ukraine a été pionnière dans cette technologie, qui s'est avérée vitale. Selon le New York Times, ces intercepteurs ont permis à l'Ukraine d'automatiser 95% du processus d'interception des drones d'attaque. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est d'utiliser un système central pour sélectionner une cible. L'intercepteur IA fait le reste. Lors de la campagne de frappe intermédiaires ukrainiennes ruinant l'arrière russe, on voit se déployer des drones d'attaque pilotés par l'IA pour détruire les camions russes de carburant et de ravitaillement. L'un de ces drones, le Hornet, est même fabriqué par une entreprise américaine, ce qui rend presque certain qu'il fera partie du kill web de l'OTAN. C'est là que cette approche IA prend toute son importance. L'OTAN a déjà une longueur d'avance sur la Russie en matière d'intelligence artificielle. Même s'il n'est pas vraiment un sceptique de l'IA, Poutine reste un technophobe marqué par la mentalité de la guerre froide, ce qui influence sa guerre en Ukraine. C'est ce qu'affirme l'UNN, qui indique que la peur de Poutine face aux technologies modernes a entraîné un retard considérable de la Russie par rapport à l'Occident et à la Chine en matière de technologie de l'IA. Le média cite une étude menée par l'université Stanford, qui a classé la Russie au 28e rang sur 36 pays, en fonction de la puissance de leur industrie de l'IA en janvier dernier. Gardez à l'esprit que la guerre en Ukraine donne clairement à la Russie une raison de pousser Poutine à soutenir l'IA. Poutine ne le fait pas. Un article de la Jamestown Foundation de janvier indique que la Russie aurait 3 à 5 ans de retard sur l'Occident et la Chine en matière de développement de l'IA. La Russie n'est pas freinée en IA uniquement par la paranoïa de Poutine. Dans un article du 18 juin, le magazine Time a noté que, bien que la Russie vise la souveraineté en IA, elle fera face à une tâche titanesque, voire microscopique. Les puces sont essentielles à l'IA, mais la Russie ne peut pas fabriquer celles nécessaires pour devenir un leader mondial du secteur. Bien que la Russie ouvre de nouvelles facultés d'IA à l'université d'État de Moscou et supprime les frais de scolarité pour former les étudiants, le besoin de contrôle de Poutine freinera le pays. Tim montre combien la paranoïa de Poutine freine la Russie en IA. Les modèles d'IA russes doivent respecter les valeurs spirituelles et morales russes, quoi que cela veuille dire. Ajouter cette exigence floue au problème des puces, la Russie ne pouvant s'en procurer que via un marché parallèle, servant d'entonnoir irrégulier pour l'importation de puces américaines. Il est clair que la Russie restera nettement en retard sur les pays alignés avec l'OTAN et l'Ukraine en IA. Tout cela est important dans le contexte du FD, car cela signifie que l'OTAN a une avance considérable sur la Russie. Si la masse et l'élan sont les avantages de la Russie dans une guerre à venir contre l'OTAN, la technologie, l'innovation et cette avance en matière d'IA sont ce que l'OTAN a à offrir. Le FD est la cristallisation de cet avantage. Un mur inhumain de nœuds et de systèmes automatisés montrera clairement ce qui attend tout soldat russe ou équipement traversant la ligne et entrant sur le territoire de l'OTAN. Il meurt. Il en va de même pour tout ce qui les suit. Tout cela arrive parce que le paranoïaque Poutine croit tellement en ses tactiques dépassées qu'il a laissé la Russie prendre un grand retard en IA, alors qu'il mène la guerre qui a placé l'IA au premier plan. Pourtant, Poutine sera assez désespéré pour vouloir une guerre contre l'OTAN, même avec le FD en place. Il n'a pas le choix. Avec l'échec de la guerre en Ukraine, Poutine fait face à des questions périlleuses sur son leadership dans son propre pays. Il a aussi paralysé la Russie comme puissance géopolitique. Pour le dirigeant russe, une nouvelle lutte contre un ennemi plus grand que celui qu'il affronte actuellement pourrait être le seul moyen pour lui de conserver son emprise sur le pouvoir. Mais pourquoi cette emprise a-t-elle d'abord vacillé ? Nous expliquons tout cela dans notre vidéo.
où nous révélons que la Russie fait face à quelque chose d'encore pire qu'une défaite en Ukraine. Regardez cette vidéo puis abonnez-vous à l'émission Militaire pour ne jamais manquer aucune de nos analyses sur l'évolution de l'approche de l'OTAN face à la menace russe. Et merci comme toujours de nous regarder.